Un grand homme a dit un jour que le monde est dangereux non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire. Hier, le président malgache Andry Rajoelina se retrouvait sur France 24 avec deux journalistes. On lui a parlé de son produit. Et quelque part, il a dédouané justement le fait que ce produit est fait à base de plantes naturelles, une décoction qui sert justement à sauver son peuple. Mais on se rappelle encore, mesdames, messieurs, qu'il y a encore quelques années, il y avait un médicament fait en France par le laboratoire Servier qu'on appelait le Mediator qui a tué entre 3100 personnes et 4200 personnes. Mais qui a payé le lourd tribut? Lorsque l'Afrique crée un médicament pour sauver la terre entière, eh bien, on trouve que l'Afrique ne peut pas le faire. Alors l'Afrique n'est pas capable de le faire. Mais nous savons une chose extraordinaire, c'est que si les justes ne font rien, ils font le jeu du mal. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce mardi 12 mai de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Notre devoir, c'est justement d'informer, car la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Notre vœu le plus cher, c'est de défendre l'Afrique, c'est de défendre le Cameroun, de défendre l'Afrique tout entière, de défendre la race noire, parce que c'est nous la race noire et nous sommes fiers d'être noirs. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre tout de suite et maintenant, mes deux mousquetaires sont déjà ici. Il est là, Alain Djok, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. La nuit a été? Oui, bien. On espère bien. Vous êtes en forme au moins? Oui, bien sûr. D'accord. Mangi Venasius, good morning, welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers this second day of the week. How is it? We thank God we are fine, Steve. And your family? My family is doing well. Mesdames, Messieurs, en tournant le vif du sujet, c'est la revue de presse. C'est l'information traitée par nos confrères de la presse écrite camerounaise, africaine et internationale. La première partie en langue anglaise avec Mangi Venasius. Tuesday, the 12th day of May 2020, various newspapers home and abroad have information about our society, and we begin with the Guardian Post newspaper in politics, talking about the 2018 presidential election outcome, with Kawala advising Kamto to stop crying over spilled milk. This is contained in an audio message circulating in social media in which she maintained that the concern of everyone should be the interest of the entire country and not a particular political party. Still talking politics, daughter succeeds Fotso Victor as Banjul mayor. Maptue Meki Love Fotso was elected yesterday in an extraordinary council session. She was before then the first deputy mayor since 2013 as we read on page 5. In Yaoundé, the paper informs us that the teacher dies after scuffle with neighbors over stolen planks. Details of that story are on page 2 of the Guardian Post newspaper. The bi-weekly Le Goudion newspaper has their main focus with the Limbe Deep Sea Port saying skepticism and jubilation welcome Limbe Deep Sea Port autonomy decree. And with the Anglophone crisis, traditional rulers refused to return to their chiefdoms. And then talking health, the paper quotes Barrister Tapi Lavoisier, who says government's response plan to COVID-19 is a total failure. The state-run Cameroon Tribune in education says the training syllabuses of polytechnic schools of Douala, Yaoundé and Marwa have been harmonized. Besides transforming the Faculty of Industrial Engineering of the University of Douala into a polytechnic school, the presidential decrees signed yesterday instituted two training syllabuses, one for engineers and the other for engineering sciences. These schools will hence be able to meet up with the demands of enterprises in the country. Then fighting COVID-19 pandemic, the Import-Export Bank has offered the sum of 1.9 billion francs CFA to the African Center for Disease Control to help in the management and prevention of the pandemic by providing immediate need to those affected. Then talking about COVID-19, Cameroon Tribune says some health services in Cameroon have recorded a drop in the number of consultations due to members of the public expressing fears
of contracting the COVID-19. Read for details on pages 11 to 13 of Cameroon Tribune. We remain in health with Le Jour newspaper that looks at government's response plan, saying Monseigneur Samuel Kleda is not okay with the manner in which government is managing the pandemic. Read the interview with the prelate on page 9. And on page 6, Air France announces its return to Cameroon, as we read on page 6 of Le Jour newspaper. Emergence newspaper with their major story on the crisis in the northwest and southwest region says mayors are now new targets of Ambazonians, and the paper informs us today that Cameroon has the highest rate of COVID-19 recoveries in Africa. We take L'Economie newspaper that looks at the management of the Chamber of Agriculture and says old files such as the project to create an agricultural microfinance announced since 2015, companies' social debt and unsuccessful investment are among pressing files awaiting the new president who was appointed on the 8th of May 2020. Le Messager newspaper on page 3, talking about the Banjul municipality, says the CPDM party sanctifies the Fotso dynasty as Maptue Fotso Nikilov, former first deputy and daughter of the late mayor, is elected with a score of 40 on 40 with the approbation of the ruling party. We take L'Essentiel du Cameroun that shares the same headline on the Banjul Council, saying Maptue Fotso after Victor Fotso as the daughter of the late business magnate and former deputy was elected mayor yesterday. We take papers out of Cameroon with the Vanguard newspaper in Nigeria that writes, the governor of Rivers State, Nyesom Wike, says he demolished 2 hotels and placed 5 million naira bounty on PDP youth leader in the area for alleged breach of COVID-19 orders and deadly attacks on a task force officer in Eleme local government area of Rivers State. We have that story in the Vanguard newspaper in Nigeria. The Daily Monitor in Uganda informs us that Uganda has registered a new case of COVID-19, bringing the total to 122. The new case, a Ugandan truck driver arrived from Juba via a Legu border and was tested yesterday Monday at the Uganda Virus Research Institute at Tebe. The government is tracing the driver and all the people he has come into contact with, as we read in the Daily Monitor in Uganda. From one daily to the other, we take the Daily Nation in Kenya that says the University of Nairobi has announced the retirement of Professor Isaac Miroka, who had acted as Vice Chancellor and later got embroiled in a leadership tussle with the current head of the institution. The retirement was announced by current Vice Chancellor Professor Stephen Kiama. As such, the Vice Chancellor says the post occupied by Professor Miroka is now vacant. In South Africa, the Star newspaper reports that the family is blaming the lack of security in hospitals after a relative, an 85-year-old man, was brutally stabbed to death by a 17-year-old in Soweto. We end in Britain as critics claim the roles are confusing and contradictory in Britain. The Daily Telegraph says Boris Johnson defends strategy, saying Britons should use their solid common sense that British are fond of. We have that story in the Daily Telegraph, a newspaper in Britain. Steve, for news in Britain, in Africa, and Cameroon. We like the title of the Gideon, Scepticism and Jubilation. Welcome, Deep Seaport Autonomy. That is good, the title for the Gideon this morning. Actually, Steve. Let us going with Alain Jock. Cette fois-ci en langue française. C'est justement la revue de presse. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune qui parlait des écoles polytechniques de Douala, Maroua et Yaoundé et les cursus de formation qui sont harmonisés. Selon le journal, en plus de la transformation de la faculté industrielle de Douala en école polytechnique, les décrets présidentiels signés hier instituent désormais 2 cursus de formation, un pour les ingénieurs et un autre pour les sciences de l'ingénieur. Par ailleurs, les écoles polytechniques sont donc désormais mieux outillées pour répondre aux attentes des entreprises.
À lire également dans les colonnes du même journal, du côté de Pété Bandoun, le nouveau maire est connu. Il s'agit de Nikilov Maptue, ancien premier adjoint, a été élu hier au cours d'une session du conseil municipal en présence du préfet du Kunki, Donatien Oum. Elle succède donc à son père, Victor Fotso. La même information par la une du journal essentiel du Cameroun, Maptue Fotso, après Victor Fotso. En effet, la fille du regretté homme d'affaires et ancien maire décédé a été élu hier maire de Bandoun. Pour le quotidien Le Messager, le RDPC sanctifie la dynastie Fotso. La fille du défunt maire de Pété Bandoun est élue donc sous un score soviétique, 40 voix sur 40. Le quotidien Mutation s'intéresse à la rentrée scolaire et universitaire et nous apprend que l'aventure est ambiguë. Dans les coulisses des préparatifs de la rentrée des classes, les scénarios pour sauver la rentrée scolaire, c'est à lire en pages 8, 9 et 10 du quotidien Mutation de ce jour. Dans le quotidien L'économie, l'on nous renseigne que les dossiers sont en retard à la Chambre d'agriculture. Le projet de création d'un établissement de microfinance agricole annoncé depuis 2015, la dette sociale de l'entreprise et les investisseurs infructueux sont autant de réclamations posées sur la table du nouveau président nommé le 8 mai dernier. Le quotidien numérique d'Afrique nous renseigne en page 9 que des cadres de l'opposition sont arrêtés à quelques jours des élections générales du côté de Burundi. Au Rwanda, c'est la bonne nouvelle avec la lutte contre le Covid-19 et l'utilisation des robots pour limiter la propagation de la pandémie. Au Soudan, c'est 30 morts dans des affrontements intercommunautaires du côté de Darfour. Au Gabon, le journal L'Union titre les premiers retours. Un premier groupe donc de 32 Gabonais bloqués à l'étranger en raison de la crise sanitaire due au Covid-19 est de rentrée à Libreville hier après-midi en provenance de Douala. Il sera donc suivi dans la journée d'une deuxième vague de 84 personnes de retour de Yaoundé, Kinshasa, Brazzaville et Pointe-Noire, une opération de rapatriement décidée par le chef de l'État gabonais. Au Congo, le journal Les Dépêches de Brazzaville nous informe que l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 31 mai. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a prorogé donc par décret signé le 9 mai dernier. Cette mesure approuvée auparavant par 2 chambres de parlement a été promulguée alors qu'on annonce un déconfinement progressif dans quelques jours. En RD Congo, le courrier de Kinshasa s'intéresse au dossier 100 jours avec les premières comparutions de Vital Kamerhe et consorts. En effet, le procès met donc en cause le directeur du cabinet du chef de l'État et ses co-accusés Jamal Sani et Mohima Jano, respectivement entrepreneurs libanais et chargés de l'import-export à la présidence de la République qui a finalement eu lieu le 11 mai à l'ex-prison centrale de Makala. Terminons par la France, le journal Le Monde qui parle donc de nouvelle phase d'une crise appelée à durer. Le déconfinement aux effets très perceptibles le lundi 11 mai dans certains transports parisiens est un test majeur face à la pandémie. La découverte donc de nouveaux foyers dans les départements de l'Ouest jusque-là épargnés incite à la vigilance. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Un sujet qui nous intéresse d'ailleurs, l'aventure ambiguë à la une de mutation entre scolaires et universitaires. L'aventure ambiguë. Oui, c'est justement le quotidien Mutation qui s'est justement joué avec les mots ce matin, qui pense que c'est une aventure ambiguë avec justement, vous comptez le célèbre livre. Le célèbre roman de Cheikh Hamidou Kane. L'aventure ambiguë parle justement de Samba Diallo qui est parti faire l'école des Blancs et qui revient justement dans son village de Dialobé, mais qui malheureusement va se retrouver en vraiment le problème parce que son maître Tierno va lui demander de recommencer à vivre selon l'islam. Absolument. Nous sommes donc face à cette difficulté quant à la rentrée scolaire et universitaire et justement le quotidien Mutation pense que c'est une aventure ambiguë parce que on ne sait pas jusqu'ici comment est-ce qu'on va procéder et on est encore dans une date qui est indicative mais jusque là on ne voit même pas les préparatifs et donc pour ce journal c'est une aventure encore ambiguë. En tout cas, moi j'ai aimé le titre, hein. Ça m'a rappelé pas mal de souvenirs, l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Et vous nous dites avec le Gideon, on parle de scepticisme, mais surtout, on jubile de ce côté-là. Et on dit bienvenue en tout cas au port en eau profonde de Limbé.
Yes, you know, when the head of state announced with a decree the reorganization of the Limbe deep sea port, there has been this skepticism in the minds of Southwesterners and Anglophones in general, because the Limbe deep sea project is not a new project in Cameroon. It has been announced Cela fait 20 ans déjà, hein, il faut le actually préciser. 2 decades ago, and nothing has actually happened. So Cameroonians were still thinking that, are still of the opinion that the old promise is resurfacing, and what happened in the old promise is likely to continue in this promise. That's why many of them are skeptical that anything good would come out from that project. But all the same, the paper tells us that Southwest elites, politicians, and youth, they stormed the streets of Limbe last week to jubilate, to celebrate, because according to them, if that project sees the light of the day, that will be a great economic and social booster for that part of the country, because they think that all the other advantages that accrue from a seaport, a deep seaport for that matter, would also come to this Limbe town, because they have been waiting for it for 2 decades and nothing was forthcoming. So Rien n'avait justement changé. Voilà pourquoi pas mal de personnes sont un peu sceptiques à la vue justement de ce décret du chef de l'État qui fait naître en tout cas le port autonome de Limbe. On parle bien sûr du port en eau profonde de Limbe. Et pendant ce temps, dans le Nozo, on dit que les mers sont devenues les nouvelles cibles des Ambazoniens. yes, still following the assassination of the mayor of Mamfe, a 34-year-old young man. It's a young man who was 34 killed, ans, oui. yes, by secessionists. He is not the only one. Information that comes from that part of the country is most of these newly elected mayors, they are not in their municipality, because these separatist fighters, they are targeting this mayors, because according to them, they say they are betraying the cause they are fighting for. Because according to them, they were not supposed to participate in the elections. Participating in the election is, trying to make sure that they fuel their attempt in seceding that part of the country from the mainland. So that is why they are aimed on attacking most of those mayors and councillors. Most of them, they are out of their municipalities because of fear. It is not only the mayor of Mamfe. Mayor of Mamfe was just a case that happened. Many of them are hiding from these secessionist fighters. Et pendant ce temps, on a l'impression que certaines mairies appartiennent à des familles, puisque Mathieu Fotso remplace justement Victor Fotso. Oui, je crois que si c'était ailleurs, la flamme, en tout cas, les réseaux sociaux, on serait justement en train de tirer à boulet rouge, sur cette famille. Mais c'est pas toujours de cette manière qu'il faut prendre les choses. Il faut aussi savoir que il y a un peu de la continuité dans le service. On le sait très bien que Fotso Victor était quand même aidait beaucoup. Il était maire justement, on va l'oublier également. Et puis c'est quelqu'un qui aidait. Oui, c'est quand même vous avez dit que c'est un score à la russe, hein, 40 sur 40. Oui, c'est le journal. Peu importe. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est la continuité dans le service. Oui. Et je crois que c'est cette fille-là qui est mieux. On a vu le cas également à Bamoun il y a encore quelques jours. Hein. Oui, et ça peut arriver. Moi, je pense qu'il faut regarder. Dans la deuxième, on a également la fille qui a remplacé le père. Il faut regarder les choses d'une autre façon. Il faut parce que ça. Moi, je vous ai posé une question simple. Hein. Oui, c'est pour ça que moi, je vous dis. Certaines mairies maintenant appartiennent à des familles. Parce que je vous dis que si c'est comme ça, ça va créer d'autres choses. Il faut simplement voir que c'est de la continuité. Et puis, c'est vrai que la continuité, ça peut se passer avec une autre personne, mais prenons ça dans ce prisme-là pour essayer justement de... Tant qu'il travaille bien, nous, on a... Absolument, tant qu'il travaille bien. Et si on prend justement le cas de Fotso Victor, on sait que sa fille qui était 2e adjoint, donc qui mieux qu'elle pour continuer le travail de son père. Donc moi je le pense bien sans justement autre chose. Well, wait, I was actually itching with this question of succession in public service that is taking family lines. I think that it is not only in councils. J'ai besoin de voir bien le fils d'un Ndjok remplacer Ndjok à la revue de presse. As a journalist, because what I wanted to point out here is we cannot compare somebody like Fotso Victor and the next mayor who is going to take over, or the daughter who has taken over. Every other person will tell you that Fotso Victor used his personal finances to run the council. Now, the next person who is coming, the next mayor who is there, we would now see whether she would be able to measure up to what her father was able to do. Because at that point now, we will see availability or access
to the state funds to run that C'était council. la même mairie où Tchapché également était Yes, candidat. yes. Oui, absolument. Et je crois que c'est aussi là-bas où il y avait le DG de Canal 2. Yes. Justement, c'est lui qui a tué, je pense, hein. Oui, absolument. Donc, je crois Malheureusement, que il ça- a perdu. Il a perdu, malheureusement. Et malheureusement, il y a une dame qui est sortie des réseaux sociaux pour lui faire comprendre que ce n'est pas le câble. Ah oui, absolument. Et il faut savoir Bon, que... c'est juste pour sourire. Oui, monsieur. oui. Mais il faut savoir que le conseil municipal était Oui. quand même là. Et donc, ces gens-là sont mieux placés pour savoir qui peut succéder à Victor Forceau. Même si on peut regretter quelques tripatouillages parce que parfois même ça vient de Yaoundé, le nom vient de Yaoundé. Ça aussi, on comité le sait. central a déjà tout Le comité préparé. central a déjà tout préparé. Même Par si on contre, a déjà reçu sur ce plateau plusieurs hommes politiques, mais ils nous disent que non. That's what the Messager newspaper tells us. il y a la that- démocratie. That the unction came from the CPDM party. But Steve, this issue of On a succession- sanctifié en tout cas la famille. Hein. Actually- Le comité central a sanctifié. because it's the family of men. Now, Steve, this issue of succession is in Cameroon that dates for long. If you follow present ministers who are in government today, you will see that the father was a minister in the government, the father was a member of government, and it's a kind of like they compensate the family for because this was this was this. When you look at the Alaman Mays, when you look at the Taba Amas, when you look at... Bon, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous êtes de Djakiri, je pense. Hein. Bon. Mangue Venasus, peut-être que votre fils sera également journaliste, on ne sait jamais. I hope so. I hope Je vous dis merci. Je vous dis merci justement d'avoir été de nous ce matin pour la revue de presse. Dans un instant, nous prenons justement la chronique, mais cette fois-ci, ce sera avec Alain Diok. Alain Diok va faire la chronique hein, ce matin. J'ai failli dire la revue de presse. J'espère que vous allez toujours bien. Vous nous dites en tout cas dans votre chronique de ce matin que l'OTVP est devenu un véritable, faut le dire comme ça, un serpent de mer pour les commerçants dans, il faut le dire, hein, dans la ville de Douala, mais aussi, il faut le dire, des insubordinations dans l'administration camerounaise. L'occupation temporaire de la voie publique est à l'origine depuis quelque temps des disputes, plaintes et conflits entre les maires d'arrondissement et les commerçants. Les commerçants perçoivent donc des mises en demeure, sommant donc de payer pour droit d'OTVP, exercice 2020, toutes choses qui foulent au pied des mesures gouvernementales. Ce qui crée un imbroglio incroyable et qui fait apparaître la ville de Douala comme un capharnaüm ingérable en gardant bien son titre de ville frondeuse. L'assouplissement selon le gouvernement s'explique par le fait que les différentes mesures prises pour stopper la propagation du virus ont entraîné des distorsions économiques et sociales dont les effets se font ressentir. Dans plusieurs secteurs, le gouvernement a par ailleurs pris d'autres mesures d'accompagnement fiscal pour les entreprises et pour les particuliers, telles que l'exonération au titre du deuxième trimestre de l'impôt libératoire, les taxes communales, droit de place sur les marchés au profit des petits revendeurs de vivres et le soutien à la trésorerie des entreprises à travers l'allocation d'une enveloppe spéciale de 25 milliards de francs CFA pour l'apurement des stocks de crédit TVA en attente de remboursement. Il n'y a pas très longtemps, le ministre des Finances avait annulé des nominations à la douane. La presse avançait des motifs d'insubordination. Cette administration des douanes est aussi inspirée du ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui avait essayé donc un passage en force similaire. Nombreux d'États brûlés dans le processus de nomination. La copie finale rendue publique à la radio était étrange. Les services du Premier ministre ne se reconnaissaient pas. L'imbroglio assisté de rencontres au sommet des autres membres du gouvernement ont été priés de se tenir à bonne distance. C'est une gouvernance coutumière de telles avanies aux super ministres et puissants ministres délégués à la présidence de la République qui piétinent les institutions, marchent sur les hautes directives de leurs chefs. Les maires d'arrondissement de la ville de Douala emboîtent simplement le pas. L'instant est grave dans les marchés de la ville de Douala avec ce prélèvement de l'OTVP aux commerçants. Ce moment doit être mis à profit pour interroger assez sérieusement et profondément nos méthodes de fonctionnement dans les mairies, le mode opératoire dans l'application de nos procédures et même nos comportements et habitudes sur les grands dossiers de la République. Les mairies d'arrondissement de la ville de Douala ont montré leurs limites. Elles ne sont que très habiles pour proposer donc des délits d'initiés. Les
avenants savamment préparés, des chantiers abandonnés ou mal exécutés. Tout le monde sait que dans la plupart des cas, les vainqueurs sont connus d'avance, même dans le début des procédures. Dans d'autres cas, quelques apprentis sorciers tapis dans les mairies jouent avec la crédibilité de nos partenaires ou monter des entreprises sans consistance et gagner des marchés publics. Le sacro-saint principe du moins-disant a plombé tout le système. L'insubordination, faut-il le rappeler, n'a jamais développé un pays. C'est la qualité des hommes pour donner un contenu pertinent aux grandes orientations du chef de l'État. Les mairies impliquées dans cette mascarade sont des dignitaires du même parti. Il s'agit du RDPC au pouvoir. Pourtant, le parti au pouvoir ne saura accepter que ses militants admis au poste de maire se crèvent aussi en public. Un arbitrage du parti s'impose. Les indélicats méritent de refaire leur classe dans l'école des cadres du parti. L'apprentissage par le fouet a parfois de mérite. Au vu de ce qui précède, les pouvoirs du Premier ministre sont profanés, le droit administratif est bafoué, le sens de la hiérarchie est inversé. Les décisions parviennent désormais d'en bas, le sommet de l'État n'a qu'à faire le constat et valider un processus décisionnaire porté par le mépris. Être maire ou membre du gouvernement n'est pas un métier, par conséquent, toute action vers la gestion de cette haute sphère de la République suggère des ateliers et impose une prééducation à la réinsertion d'un poste de responsabilité. La pratique n'est pas courante d'ailleurs, mais le Cameroun peut devenir précurseur d'innovation dans le sens de la mise en œuvre d'un haut institut des maires et même des ministres. On comprend parfaitement de votre papier que, je ne sais pas si qui vous êtes en train de tirer, mais bon, cela va droit au cœur de pas mal de personnes. Justement, on a appelé le maire de la 3e hier, il nous a fait savoir que c'est justement lui qui a envoyé, il faut le dire, ses services sur le terrain pour prendre justement l'OTVP. On a rendez-vous avec lui aux alentours de 10h, on parle bien sûr du maire de la 3e, et on espère tout simplement avoir des réponses à nos questions. Nous avons rendez-vous là-bas à 10h, on saura bien ce qui se passe, si ce n'est pas de l'insubordination ou alors que c'est quelque chose qui ne marche pas super bien. Oui, disons que c'est pas, nous ne sommes pas dans leur premier forfait. C'est pas le premier forfait dans l'administration camerounaise. Je crois que j'ai juste parlé du ministère des douanes, en tout cas du côté des douanes. Il y a aussi eu ça au ministère de l'Agriculture. Il y a eu, lorsque le Premier ministre, vous savez que quand il y a un décret, par exemple, au niveau du ministère, il faut que le décret soit approuvé par le Premier ministre, chef de gouvernement. Et donc, il y a eu ce passage en force. Donc, dans l'administration camerounaise, on ne sait plus qui est le chef. Oui, ils sont coutumiers des faits. Et donc, les mairies ont simplement emboîté le pas. On ne respecte jamais ce que le Premier ministre dit. Et donc, nous sommes face à cette situation. Même en situation de crise sanitaire, les gens se comportent comme si ils étaient, je ne sais pas, des Camerounais en transit. C'est-à-dire, ils ne voient pas que, effectivement, nous sommes dans une situation critique et que cette mesure vient même à point nommé. Vous savez que depuis un moment, il y a même certains commerçants qui ne vendent même pas. Il y a certains qui ne vendent pas, de peur d'attraper la maladie. Il y en a, moi je connais dans mon quartier, des gens qui sont là depuis, mais je leur dis qu'ils se sont trompés, puisqu'ils pensaient que c'était quelque chose qui pouvait durer 1 mois et puis ils pouvaient recommencer les activités. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors dites-moi comment ceux-là, quand ils vont revenir, comment ils vont faire pour payer l'OTVP? Alors que la mesure, elle est là. Elle dit simplement qu'il faut justement exonérer ces petits commerçants. Donc je crois que c'est une situation qui est quand même critique. Il faut dire que, et ce qui est encore étonnant, c'est que tout cela, oui, ils viennent du parti au pouvoir. On ne comprend pas. Je pense que dans un parti politique, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Au moins ça, il fallait respecter. Puisque je sais que quand même que Dion Gouté, c'est quand même un cadre du RDPC. Alors, s'il prend une certaine mesure, il faut que ceux qui sont également là doivent suivre. Je ne comprends pas comment aujourd'hui le Premier ministre peut décider ou le gouvernement peut décider. Le chef de l'État peut décider, il faut le préciser. Ou alors le chef de l'État. Moi, je parle de celui que je vois. C'est le Premier ministre, même si c'est le chef de l'État. Oui, je ne comprends pas pourquoi. Et malheureusement, on n'applique pas sur le terrain. C'est justement le problème que nous avons au Cameroun. Et chacun fait comme il veut. Et d'ailleurs, il faut le dire, il y a un chanteur camerounais qui le disait d'ailleurs que chez nous, tout le monde est patron et chacun se dit, qui est donc le plus petit? Allez savoir justement ce qui se passe au Cameroun. Et quelqu'un nous le disait encore, même sur le net, aujourd'hui on en parle tellement. Si on vous explique le Cameroun et vous dites que vous avez compris, je pense qu'on vous a mal expliqué. Absolument. Merci beaucoup Alain Diok d'avoir été des nôtres ce matin.
Ils sont déjà là, ceux qui doivent débattre d'ailleurs ce matin. Messieurs, bonjour. André Christelle Fanga, bonjour. Bonjour Jocelyn Goss, merci de m'avoir invité. Je dis bonjour aux téléspectateurs de DBS qui m'ont manqué juste un peu quelques temps. Oui, justement parce que vous étiez en confinement spirituel. Bien sûr, nous sommes en train de rechercher la face de Dieu par rapport à la situation que traverse le monde et le Cameroun en particulier. Nous pensons que nous aurons des réponses et nous aurons le temps de communiquer là-dessus. On espère également que vous allez communiquer là-dessus. On attend avec impatience et surtout de pied ferme. Albert Anatola ici, bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour Steve, je salue mon copanéliste et jeune confrère André Christelle Fanga. Je salue tous les téléspectateurs de DBS Matin, surtout tous les fan clubs qui nous regardent dans le cadre de cette tribune matinale. Mon coup de gueule ce matin, déjà un peu trop, hein. Mon coup de gueule ce matin, oui. Steve, c'est une question à 600 mètres carrés de terrain, 15 millions de francs CFA. Alors la question, est-ce que vous pouvez abandonner vos droits coutumiers à Isseng au profit d'un expatrié? Jamais de la vie. Ça est... Même sous la pression de ce préfet. Non, désolé, ça ne peut pas se faire. Alors, c'est pas de la fiction, c'est une réalité. Ça se passe dans l'arrondissement de Douala, 2e, au lieu dit Bois de Singe. Et ça, c'est le sous-préfet de l'arrondissement de Douala, 2e, qui justement s'est aliéné les droits coutumiers des populations de ce côté-là, en faisant signer justement un document d'acquisition de droits coutumiers à un non-résident du Bois de Singe au profit d'un expatrié d'origine nigériane. Et, bien évidemment, monsieur le chef de terre, parce qu'il est le propriétaire de toutes les terres de l'arrondissement de Douala 2e, a revendu ce terrain-là de 600 mètres carrés à 15 millions. À 15 millions de francs CFA. Alors qu'il fut un temps où ce côté-là n'était même pas vendu. Je pense que la prochaine crise sociale au Cameroun sera foncière. Et les acteurs, j'allais dire, les auteurs, ce seront les administrateurs civils principaux, parce que ce sont eux qui créent tout le désordre. Hier, nous évoquions le cas, n'est-ce pas, de ces contrats de concession qui sont attribués aux étrangers. Je voudrais indiquer ici formellement que les expatriés, les mots de la bouche, hein, parce que les expatriés, un expatrié n'a pas le droit d'avoir accès à la propriété foncière au Cameroun. Au contraire, ou en revanche, il peut bénéficier, n'est-ce pas, d'un bail emphytéotique ou alors d'un contrat de concession qui a une durée déterminée, mais il ne doit pas avoir accès à la propriété foncière. Parce que la terre, c'est ce qui appartient aux citoyens, aux nationaux. Et justement aux nationaux. C'est justement le sujet de ce matin, mesdames, messieurs. On parle de la course aux terres agricoles, une bombe à retardement en Afrique. L'achat massif des terres agricoles en Afrique par certaines puissances étrangères constitue aujourd'hui sur le continent africain une menace à la fois pour le développement et la sécurité alimentaire des régions concernées. Logiquement, les Africains peuvent acquérir des terres en Afrique à des fins agricoles, mais il y a un fossé entre ce qui est prévu par la loi et ce qui est fait. Les agriculteurs locaux acquièrent ainsi des terres dont ils sont par la suite dépossédés. Les puissances étrangères remettant en cause la propriété foncière par les Africains. Avec environ 1,5 milliard d'habitants, la Chine compte 20% de la population mondiale, mais elle ne dispose que de 9% des terres et surtout des surfaces agricoles et 6% des réserves en eau douce de la planète. Elle a donc jeté son dévolu sur le berceau de l'humanité, l'Afrique, dont 80% des terres arables, il faut le dire, sont vides. Eh bien, Shanxi Farm Agrobusiness Corporation, une société agricole provinciale de Chine, a mis son pied en tout cas au Cameroun. Pour la première fois, c'était en 2015, à l'invitation d'ailleurs du gouvernement camerounais et sur ordre de Pékin pour investir dans le domaine agricole. 4 ans plus tard, en 2019, c'est-à-dire l'année dernière, on estime à 125 000 hectares de terres agricoles occupées justement par la Chine au Cameroun. Je vous donne les chiffres. La Chine, donc, avec moins d'1 million d'hectares de terres agricoles en Afrique, arrive, il faut le dire, loin derrière les grands acquéreurs terriens sur le continent, que sont d'abord les Émirats Arabes Unis, avec 1,9 million d'hectares, il faut le dire, achetés sur le continent africain, l'Inde avec 1,8 million d'hectares sur le continent africain, le Royaume-Uni avec 1,5 million d'hectares, les États-Unis d'Amérique avec 1,4 million d'hectares et l'Afrique du Sud avec 1,3
3 millions d'hectares. Eh bien, en Afrique, l'accaparement des terres a pris de l'ampleur à partir de 2008, date de la crise financière mondiale et des émeutes de la faim sur le continent africain. Hormis donc le biocarburant, les sociétés misent surtout sur le blé, le maïs et sans oublier le riz, qui constitue 75% de la demande des céréales dans le monde. Messieurs, voilà la situation sur le continent africain. Vous le disiez d'ailleurs, Albert Anatola, ici, voilà des étrangers qui viennent justement s'acquérir des terres sur le continent africain. Je viens de vous donner les chiffres et il faut le préciser, la Chine au Cameroun a 125 000 hectares. Je vous disais tout à l'heure dans mon coup de gueule que la prochaine crise sociale, que ce soit au Cameroun ou ailleurs sur le continent africain, elle sera foncière. C'est un gros scandale. Nous allons un très gros scandale pour un continent qui aspire à l'émergence. Parce que lorsque vous aspirez à l'émergence, cela suppose que vous devez partir dans l'agriculture, vous devez financer, vous devez investir dans l'agriculture. Le continent africain, comme le Cameroun ou ailleurs, n'a pas besoin, je dis bien, n'a pas besoin des paysans étrangers. N'a pas besoin, le continent africain a besoin d'investisseurs, mais pas de paysans. Il faut le préciser. Tout à l'heure, je l'ai indiqué fort opportunément dans mon coup de gueule. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais je sais que c'est la même situation. Savoir qu'un expatrié ne peut pas être propriétaire foncier. Non, du tout. Si oui, dans le cadre d'un bail apothéotique, ça dit qu'il investit et c'est pour X nombre de temps. C'est d'ailleurs une location, il faut le préciser. Deuxième chose, Oui. il peut avoir droit à des contrats de concession et c'est pour X nombre de temps et le contrat de contient des clauses bien précises. Donc je pense par rapport à la mise en valeur. Donc je pense qu'aujourd'hui, et ça c'est avec la complicité de nos gouvernants que cela se passe. Absolument. Je crois que nous avons un gros problème avec ces administrateurs néocoloniaux que nous avons sur le continent. Parce que ce que vous dites là, c'est révoltant. Et très souvent, comme ils ont l'habitude de dire, à savoir que l'État est propriétaire de toutes les terres. Mais c'est qui l'État? L'État, c'est vous et moi. Mais l'État, ce n'est pas l'appareil étatique. Non, ça ne s'agit pas de ça. Ce sont ses citoyens. Je parle dans le contexte camerounais, vous avez. Ça se passe dans la Sandara maritime. Il faut d'ailleurs préciser que dans la Sandara maritime, il y a des personnes qui sont sorties de l'ornière d'ailleurs pour prendre 65 000 hectares, il faut le dire, dans la Sandara maritime, jusqu'à ce mois I5, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais malheureusement, on espère tout simplement que cela ne va pas aboutir. Non, malheureusement, ça pourrait aboutir parce que vous avez donc des gens, et très souvent vous avez une élite. Vous avez donc une élite qui est complice de toute cette turpitude. Vous avez dans le département de la Léké, oui. Il y en a qui sont essayés à ça, mais ça n'a pas marché. Mais il y en a quand même qui ont mais pour ça a marché. Parce qu'ils sont partis, ils ont utilisé, n'est-ce pas, les faiblesses de la pauvreté, de la paupérisation, de la pègre, si vous voulez. C'est-à-dire des marginaux. Vous vous rendez compte qu'on vend 1 mètre carré de terrain à 500 francs CFA? 1 mètre carré, vous parlez oui. Un hectare, il faut préciser, un hectare à 500 francs. Non, je veux dire que je parle du département de la Léké. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un haut responsable de l'État qui a acquis plusieurs hectares de terre où il achetait le mètre carré à 500 francs. Ça veut dire qu'on a 10 000 fois sous-évalué la valeur de ce terrain-là. Mais par il a acheté des villages, parce que lorsqu'on parle des hectares, c'est des villages entiers. Justement, parce que ce sont les locaux qui vendent également, non, Albert Anatoly. Voilà, donc ça veut donc dire qu'il y a un gros problème. Je pense, juste croire que le ministre des domaines, des affaires foncières, du cadre des affaires foncières, Henri Ibaïsi, va peut-être faire son job, va prendre ses responsabilités pour annuler certains titres fonciers. Parce que sinon, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la prochaine crise sociale ou politique, si vous voulez, elle sera foncière. Je voudrais chuter en disant que il faut qu'on respecte la mémoire de nos ancêtres, parce qu'il y a les Camerounais qui ont versé de leur sang pour défendre ces territoires. Et prendre ce patrimoine pour le brader aux étrangers, c'est inacceptable.
Eh bien, c'est absolument inacceptable. Et quelquefois, on profane les tombes, on profane les cimetières pour vendre un terrain, pour engager une transaction foncière au mépris de la mémoire de ceux qui Les disparus. ont disparu. André Kisek Mora, qu'est-ce qui peut pousser justement le gouvernement camerounais à vendre, ou alors les Africains à vendre les terrains? Qu'est-ce qui peut réellement les pousser? C'est la pauvreté? Est-ce parce que la terre ne rapporte pas, alors que tout le monde le sait? Les autres viennent justement ici pour cultiver? Ben, je crois qu'on n'a pas assez vanté les terres chez nous en Afrique ou dans notre continent, parce que nous sommes restés dans une agriculture juste pour manger, subvenir aux besoins élémentaires de la famille, alors qu'aujourd'hui l'agriculture est toute une mécanisée, industrie, oui. mécanisée, Robotisée même à la limite. robotisée même à la limite, c'est une grosse industrie. Donc le propriétaire terrien est un grand industriel. Donc c'est ce qu'on a fait. On nous a laissé faire croire que non, si tu es propriétaire terrien, tu ne vaux pas grand-chose, alors qu'en réalité, c'est la première des richesses, avoir une terre. Et aujourd'hui, quand nous voyons la ruée de tous ces multinationales, de ces gros patrons sur les terres au niveau de l'Afrique, c'est justement parce que l'Afrique est le continent de l'heure, parce que les autres sont en train de tomber. Les autres n'ont pas assez de terres, les autres n'ont pas assez de terres arables, comme on l'appelle souvent, et c'est pour ça qu'ils se ruent chez nous en Afrique. Parce que nous avons négligé ce pan. 80% des terres arables sur le continent africain. Sur le continent africain. Donc, quand nous regardons tout cela, c'est parce qu'ils projettent déjà le monde dans 100 ans. Comment sera le monde en 2100, en 2200, en 2200? Alors, il faut se ruer en Afrique parce que le continent africain, c'est celui-là qui va gouverner le monde d'ici peu. Et il faut qu'il soit déjà implanté chez nous en Afrique. Donc, il y a une politique non seulement de prévoyance de ces multinationales et de tous ces lobbies internationaux, mais le comble aujourd'hui, c'est que les dirigeants africains et dans certains États ne comprennent pas l'importance des terres. Je me rappelle d'un programme au niveau du JICAM. Le JICAM, c'est le groupement interpatronal du Cameroun qui regroupe les gros patrons sous la gouvernance de la présidence de feu André Fotso. On avait dit un patron, un champ ou bien un champ d'agriculture. Je ne sais pas où est passé ce projet parce qu'en réalité, c'était pour booster justement l'agriculture au Cameroun, l'occupation des terres. Parce que si un seul instant, les opérateurs agricoles ne sont pas véritables parce que c'est elles qui soutiennent véritablement l'économie, c'est elles qui fortifient l'économie, c'est elles qui nourrissent le pays ou bien la contrée où ces champs sont installés. Donc, nous comprenons qu'en réalité, nous n'avons pas compris le développement local parce que nous ne pouvons pas parler de développement avec des éléments qui viennent d'ailleurs, alors que nous avons l'instrument de développement le plus primordial qui est l'agriculture. Et cette agriculture a fait de plusieurs Camerounais. Moi, je suis dans une zone agricole au niveau de l'Est Cameroun. L'Est Cameroun, justement, où les Chinois ont pris d'énormes hectares de terre. D'énormes hectares de terrain, mais en dehors des Chinois, il y en a plusieurs. Parce il y a les Américains également. Il y a des Américains et tout. Vous savez que Sougarmit, il y a un problème justement de cette sucrerie qui devait s'installer justement à l'Est au niveau de Mbang, au niveau je crois j'ai oublié le nom du département, mais ça reviendra. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on est là aujourd'hui à la quête des terres qui peuvent sauver le monde demain. Et si nous, les Africains, nous ne prenons pas conscience, si nous, les Camerounais, nous ne prenons pas conscience qu'en réalité, le défi, c'est sur la terre. Et vous savez qu'au Cameroun, on a découvert des terres rares qui le monde en a besoin aujourd'hui. Donc, il faut véritablement protéger la terre. Et il faut la protéger. Et Albert Anatole ici disait tout à l'heure, un expatrié ne peut pas avoir accès à la propriété foncière. Oui. Ça, c'est clair. La loi le dit clairement. S'il le faut, il faut d'abord un contrat, ou bien un contrat amphiotique, ou bien un contrat de concession, ou bien même une location simplement. Oui. Et que même s'il faut acquérir des terres, il faut que le principal acquéreur soit camerounais ou bien de cette contrée-là, et les autres viennent en deuxième position ou troisième position même. Donc nous pensons aujourd'hui que brader des terres aux Chinois, brader des terres aux Américains, brader les terres aux Sud-Africains, bon, ok, ce n'est pas du tout normal, ça va peut-être créer des emplois, mais après plusieurs années, ça va créer des problèmes parce que la population est croissante.
nous allons nous installer où? Nous allons faire comment nous allons faire notre part d'agriculture où? Vous savez que les champs de Bolloré créent beaucoup de problèmes au niveau du Mungo. Aujourd'hui, les palmeraies, de tout le reste, vous savez ce que ça crée comme problème, parce qu'aujourd'hui, les populations réclament leur terre. Vous savez ce que les populations de Penja réclament, Njombe Penja réclament par rapport à la PHP, par rapport aux plantations de bananes qui sont installées. Donc, nous avons déjà des problèmes lourds. Et vous savez la pollution qui se fait au niveau de Njombe Penja par rapport à ces bananes. L'eau n'est plus agréable à boire au niveau parce que on déverse chaque fois pour nourrir les bananes des produits chimiques qui arrivent à impacter sur la santé des populations. Donc vous comprenez qu'en réalité, il y a au moins triple enjeu dans l'acquisition des terres, surtout pour faire cette agriculture mécanique, cette agriculture robotique même à la limite. À la limite. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème très sérieux. D'abord, ça va impacter d'abord sur le devenir des populations, c'est-à-dire ils n'auront plus où se loger, ils n'auront plus comme les terres pour se nourrir, parce que la terre est quand même la mamelle nourricière des êtres humains, et nous les Camerounais ou bien les Africains, où allons-nous trouver des terres pour cultiver ce que nous aimons? Et cette agriculture bio, sans ajouter ce que l'Occident nous vend aujourd'hui, les engrais et tout le reste. Donc, nous avons le deuxième problème, c'est le problème maintenant d'économie, de développement de l'économie. Parce que l'État lui-même peut développer une économie agricole. Et je crois que c'est ce qui a longtemps soutenu. Justement, je voulais poser cette question. Pourquoi est-ce que l'État, jusqu'à présent, n'investit pas dans l'agriculture? On parle bien sûr de cette agriculture robotisée, même si vous voulez mécaniser. Mais je crois qu'aujourd'hui... Pour produire encore un peu plus. Vous savez que depuis le comice agro-pastoral de Bolova, les tracteurs sont toujours abandonnés dans les champs. Certains dignitaires du parti se sont accaparés quelques-uns et chacun en a pris sa quantité, mais les autres, aujourd'hui, parce que on ne trouve pas, ou bien on ne veut pas faire confiance à certains Camerounais pour leur donner du matériel pour travailler. Donc, vous comprenez que des résolutions qui ont été prises au commissariat agro-pastoral de Bolova ne sont pas respectées jusqu'à aujourd'hui. Si vous voyez que même seulement l'hôtel du commissariat agro-pastoral lui-même a pris... des études. Il a été refait, je crois que ça a pris du temps. Imaginez-vous la date du comice jusqu'à aujourd'hui, 8 ans après, c'est là où... Plus de 8 ans. Plus de 8 ans après, c'est là où l'hôtel a été le chantier est achevé. Donc, nous pensons qu'il y a un problème grave. L'État lui-même devait y investir dans l'agriculture aujourd'hui. Parce que s'il faut compter sur les multinationales ne viennent que faire du business. Oui. Et du business, dans le business, je crois que c'est Goro qui dit « no pitié in business ». Il n'y a pas de pitié dans le business. Donc, il ne respecte rien. Vous comprenez un peu. Il y a des problèmes aujourd'hui des indemnisations des terres ou bien de relocalisation des populations qui ont été délocalisées ou bien qui ont été chassées de leurs terres. Il y a un problème. L'État n'arrive pas à résoudre ce problème. Regardez seulement l'État seulement pour construire ses routes. Vous savez qu'à Lobo, dans une période, le maire, le sous-préfet et tous sont en prison aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pu indemniser les populations. Parce que justement, c'est leur terre. L'État a pris leur terre pour faire une route, vous comprenez un peu, mais on n'a pas pu les indemniser jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez que la terre... l'argent n'a pas été mangé d'ailleurs ou alors... Mais c'est pour ça que le sous-préfet, le maire et tout, certains responsables, certains chefs traditionnels ont été envoyés en prison par rapport à ces indemnisations parce que l'argent a déjà été débloqué. Donc, vous comprenez que les problèmes des terres sont assez larges, vous comprenez, et l'État lui-même n'arrive pas à prendre sa responsabilité. La responsabilité d'investir. Vous savez, chez nous à l'Est, nous avons eu ce qu'on appelait les appuis de l'Est. Les appuis de l'Est ont permis que les agriculteurs au niveau du cacao, du café, d'investir véritablement, nos parents étaient des véritables industriels dans le domaine de l'agriculture, parce qu'il y avait des champs de café, il y avait des champs de cacao, il y avait véritablement une agriculture, et c'était véritablement une industrie. Pourquoi? Parce que les appuis apportaient un appui consistant à ces agriculteurs-là, que ça soit en matière de matériel pour travailler au niveau des champs, et même la régulation de la vente du cacao et du café. Donc, voilà un peu et je crois que ce sujet est très important par rapport à nos pays qui sont en voie de développement, parce que nous ne sommes pas encore des pays développés, nous sommes en voie de développement, et ces pays en voie de développement n'ont qu'un seul atout, c'est leur terre. Et si nous les bradons,
qu'allons-nous devenir? Albert Anatole ici, jusqu'à preuve de contraire. On parlait encore du cacao, du café, jusqu'en 1987. Il faut préciser par ailleurs que tous les grands fonctionnaires qui sont aujourd'hui à la tête de cet État, on parle bien sûr du Cameroun, sans oublier bien sûr les États africains, ils ont été nourris par le café, ils ont été nourris par le cacao. Et justement, c'est l'argent de ce cacao, du café qui les a amenés à l'école et surtout fait de grandes études, même à l'extérieur. Non, je voudrais... la problématique est très sérieuse. Je vais aller plus en profondeur. Je vais vous répondre. Est-ce que vous savez que les contrats de concession qui sont attribués que ce soit aux Français, par le groupe Bolloré, que ce soit aux Américains, aux Chinois, leur donnent également accès au sous-sol. Au sous-sol, je voulais en venir, mais je voulais également que vous reveniez d'ailleurs sur une autre question pour qu'on comprenne réellement. Ils ont accès au sous-sol, c'est-à-dire à nos matières premières. C'est-à-dire parce que leurs choix ne sont jamais hasardeux. Exactement. Ça veut dire qu'ils ont préalablement fait des repérages et ils choisissent en dessein les propriétés qu'ils veulent exploiter. Deuxième chose, les produits de leurs activités, ce n'est pas vendu sur le marché national, c'est exporté chez eux. C'est-à-dire qu'en réalité, donc, c'est l'Afrique qui nourrit leur population. C'est-à-dire que c'est les terres africaines qui nourrissent leur population, alors que sur le continent africain, nous avons encore un problème d'autosuffisance alimentaire. Et ça se passe au nez à la barbe de nos gouvernants, de nos dirigeants. Je pense que de ce point de vue, il faut qu'il y ait une révolution impérative. Absolument. Vous l'avez si bien indiqué. La plupart ont bénéficié des bourses de l'État pour aller apprendre... Faire des études à l'extérieur. Très souvent en agriculture. Oui. Mais il est scandaleux de comprendre une chose. Vous avez envoyé des ingénieurs apprendre l'agriculture, mais que vous n'utilisez pas. Sérieusement, ça pas comme... Vous pouvez prendre un régime de noix de palme à Savakam, vous faites la tôle. C'est-à-dire même les populations riveraines sont interdites de ramasser les noix qui tombent du côté de Savakam. Ça, je peux vous le dire. Ouais. Ça, je peux vous le dire. Allez au Carrefour, je crois que c'est Mongo. Mbongo. Allez là-bas, dans les plantations, dans les palmerins, les populations riveraines il est interdit de ramasser les noix qui tombent à même le sol. Vous les ramassez, c'est la tôle. Ça, c'était un gros scandale. Ça veut dire on dit que là, nous sommes en pleine fiction. Lorsque je parle de la fiction, je parle de l'horreur. Ça, c'est inacceptable. Allez du côté des Mayors. C'est le groupe, l'un des groupes des gens, c'est le groupe Bolloré. Azim, c'est le groupe Azim. Non, il y a Azim, il y a même Azim, c'est la même chose. Il y a le groupe Bolloré qui espère également, n'est-ce pas, du côté du monde, comme le relevé. D'abord, on nous parle de la création d'emplois. Il n'y en a pas. Allez voir dans quelles conditions ces gars travaillent. Allez voir dans quelles conditions ces gars travaillent. Donc, je pense que un pays, un continent, qui a besoin de se développer, a besoin de se développer par son agriculture. Et puis ces gars, ils s'en foutent de la protection de l'environnement. C'est-à-dire, comment je peux dire ça? Ils violent non seulement la loi cadre portant sur la protection de l'environnement, ils polluent partout, ils ne remplissent pas le fameux le soi-disant cahier de charge qui leur est souvent imposé, c'est-à-dire la construction des centres de santé. Mais finalement, qui contrôle justement ces personnes sur le terrain? Qui les contrôle? Non, c'est une très bonne question, j'y arrive. Parce que dans le cahier de charge, très souvent, on leur impose la construction des hôpitaux, des centres de santé, la construction des écoles, oui. La construction des ponts d'adduction d'eau, oui. La construction des routes, ce qu'ils ne font pas. À la pitié, vous n'aurez pas la route, hein, ne vous inquiétez pas. C'est bien, ils ne font pas cela. Et il n'y a personne pour leur rappeler leur cahier de charge. Il n'y a personne pour leur rappeler. Et pour ajouter le Et en plus, quand ils font des recrutements, s'il vous plaît, oui. Très souvent, les jeunes des villages riverains ne sont pas prioritaires dans le processus de recrutement. On va revenir avec vous, hein, le temps qu'ils réagissent rapidement sur la question, justement. J'étais en train de dire, je parlais tout à l'heure des appuis de l'Est. Vous allez retrouver toute l'élite de l'Est aujourd'hui a été moulée à cause de champs de cacao, de café. Donc, aucune élite aujourd'hui n'a atteint le sommet de... Sans le cacao, le café, sans l'agriculture. Sans l'agriculture. C'est justement pourquoi on se pose donc la question. Ils ont été nourris par l'agriculture. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas dans l'agriculture? Mais c'est parce qu'ils sont méchants.
on a un gouvernement méchant, on a des gens qui sont méchants, parce qu'ils ont traversé le pont et ils ont cassé le pont. Parce que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui que l'Est est devenu, par exemple, je prends l'Est parce que je connais bien et je sors de là. C'est mon pays, c'est ma région d'origine. Donc, vous comprenez qu'en réalité, aujourd'hui, les populations vivent dans une pauvreté extrême parce que justement, ce qui était le poumon de la région de l'Est et de l'économie même nationale, aujourd'hui, est éteinte. On est en train de tout faire pour détruire parce que les planteurs n'ont plus rien à faire. En dehors de ça, maintenant, même les propres terrains aujourd'hui sont achetés par des étrangers. Vous comprenez un peu, je vous ai pris le cas du projet de sucrerie de Mbang. Vous comprenez un peu qui aujourd'hui a pris des proportions terribles et que les populations ne sont pas les premiers bénéficiaires. Ça, c'est les Américains, je crois. Ben, Sougamir, je crois, c'est les Américains ou bien les Anglais. Donc, vous comprenez qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons une élite qui ne travaille pas pour le bien-être des populations ou bien surtout des populations villageoises. Parce que les premiers bénéficiaires des terres, c'est les populations villageoises. Si on avait fait des industries ou bien protéger les anciennes industries, c'est-à-dire les champs de cacao, de café aujourd'hui, nous ne serons pas... Il n'y aura pas de l'exode rural parce que l'une des choses, des conséquences de manque de financement de l'exode rural, c'était parce que la baisse du cacao, on se rappelle justement des années 1987. Il y a eu la baisse drastique, il faut le dire, du cacao et du café. Et je me rappelle à cette époque-là que plusieurs cultivateurs, essentiellement les agriculteurs, ont brûlé les champs de cacao et de café, justement dans le centre, dans l'est et dans la Sénégal-Maritime. Mais que est devenu le Mungo aujourd'hui? Rien du tout. Le Mungo qui était un bassin véritablement de du cacao et du café. Du café et du cacao. Qu'est devenu le Mungo aujourd'hui? Le Mungo est devenu un mouroir. Même le train même qui allait dans le Mungo est fini. Il ne va plus. Hein, c'est terminé. Le rail, ici pour Banga, il n'y va plus. Hein. Mais le rail même a été vendu. Donc, vous comprenez que vous voyez la méchanceté de ces gens-là aujourd'hui. Le rail même a été vendu qui a amené le train jusqu'à Banga, Nkonsamba et tout le reste. Donc, vous comprenez qu'on est dans un monde où des gens ont traversé le pont et ils sont arrivés, ils ont peut-être... Ils n'ont même pas cassé le pont, ils ont porté le pont. Ils mettent sur leurs épaules, partir avec. Pour que même si quand vous cassez, on peut rafistoler et permettre que les autres puissent traverser. Donc, vous comprenez qu'on est avec des gens qui ne veulent pas le bien-être des autres. Parce que si un seul instant, vous connaissez la loi que ces étrangers font au Cameroun. Regardez tous ces Nigériens qui ont des immeubles un peu de partout. Comment ils ont fait pour acquérir des terrains au niveau de la ville de Douala jusqu'à Nargué? Ils sont devenus des bailleurs partout. Des gens qui étaient locataires hier sont devenus des bailleurs partout et vous font la loi parce que si un seul instant vous regimbez, il vous met en prison ou bien il vous fait arrêter. Alors, comment il a d'abord fait pour devenir propriétaire foncier? Ça, c'est les questions que nous devons nous poser et que le gouvernement lui-même doit réfléchir. Il l'a interpellé tout à l'heure, Henri Eyebe Ayessi. Je crois qu'aujourd'hui, il faut véritablement revoir l'acquisition du titre foncier au Cameroun ou bien l'acquisition des terres au Cameroun. Parce que si on ne le revoit pas, aujourd'hui, nous aurons trop de difficultés parce que nous aurons des gens, et vous savez qu'il y a un certain Paul Eric King qui est allé en prison à cause des plantations de Penja. Vous comprenez que il y a trop de problèmes dans ce sens-là. Donc, il faut résoudre ces problèmes-là immédiatement. Albert Anatola, ici, comment comprendre qu'une société, par exemple, comme Chansi Farm Agro-Business Corporation, qui arrive au Cameroun en 2015, autant pour moi, et que 4 ans plus tard, en 2019, se retrouve avec 125 000 hectares de terre? Mais qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Ce sont les réseaux de corruption. Ce sont des réseaux d'affairisme. Et puis nous sommes, comme je l'ai indiqué tantôt, nous avons des administrateurs néocoloniaux qui ne se soucient pas de l'intérêt de la population, tout simplement. Je vous indiquais qu'un pays, est-ce que vous pouvez aller en France, dans n'importe quelle partie de la France ou en Chine, acheter le pain de terre? Le pain de terre, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible? Non, du tout. Mais sur le continent africain, aller en Côte d'Ivoire, c'est la même situation qui prévaut là-bas. Vous avez même là-bas les étrangers qui mettent les Ivoiriens en prison. Parce que ces gens, ils contestent l'accès à la propriété foncière aux étrangers, comme nous le faisons au Cameroun. Mais au Cameroun, tout à l'heure, Faga le disait, si vous avez un problème avec un Nigérian, ou un Nigérien, n'importe qui est propriétaire foncier, un expatrié qui est propriétaire foncier au Cameroun, ou à Yaoundé ou ailleurs, mais si vous avez des bisbilles avec lui, ne soyez pas surpris d'aller en toi lire, il s'en sort, même s'il a tort. Et c'est courant. Donc je pense que... Finalement, la loi camerounaise ne protège pas les nationaux. Malheureusement, c'est le cas. Vous avez je pas des réseaux de corruption. Vous avez des individus, tout à l'heure dans mon coup de gueule, j'ai cité un nom. Et j'assume ce que je dis parce que j'en ai les preuves. Vous avez des gens qui utilisent les positions de pouvoir, les attributs de l'État,
pour justement desservir les populations dont ils sont les employés en fait. C'est ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, moi je voudrais beaucoup plus évoquer la problématique, la problématique sur 2 volets. Sur le plan social et sur le plan économique. Sur le plan économique, c'est vrai que ce n'est pas l'État qui doit pouvoir créer les entreprises, mais l'État doit pouvoir donner les moyens aux citoyens qui ont des projets dans le domaine de l'agriculture de le faire. Au Cameroun, il faut une banque d'investissement, il n'y en a pas. Nous avons des tontines, nous avons des banques commerciales qui ont une pratique bancaire dévoyée. Ça, il faut le dire. La deuxième chose qu'il faut faire, qu'il faut indiquer, pourquoi est-ce qu'on a tué les coopératives agricoles? Lorsqu'à l'époque, nous parlions du cacao, nous parlions du café, pourquoi est-ce qu'on a tué des coopératives? Pourquoi ça n'existe plus? Justement, ce sont les interrogations que j'ai besoin de vous poser ce matin, parce que le sujet aujourd'hui, il est tellement important. Ouais. On a l'impression que c'est une bombe à retardement que nous sommes en train de cultiver. Les Africains cultivent depuis longtemps. Tout à l'heure, je l'ai évoqué dans mon coup de gueule en disant que la prochaine révolution, la prochaine crise sociale ou politique, elle aura des origines foncières, si on y prend garde. Que ce soit ailleurs, que ce soit dans d'autres pays africains. Donc, il faut aujourd'hui il faut une véritable réforme foncière. Il faut une réforme. Il faut une réforme. Il faut revoir tous les accords ou les contrats de concession qui ont été signés entre le gouvernement camerounais et ces étrangers-là. Je voudrais bien croire que le gouvernement camerounais avait besoin d'argent pour faire ce genre de transactions mafieuses. Mais je pense qu'on doit pouvoir protéger l'intégrité territoriale, ça dit la terre. La terre ne peut pas être vendue aux expatriés. C'est un outil de souveraineté au même titre que de l'eau, au même titre que l'électricité, au même titre que la santé. C'est un outil, c'est un instrument de souveraineté. Donc je pense que l'État, dans son rôle régalien, doit pouvoir créer, à mon sens, des conditions qui puissent ne pas favoriser, permettre aux étrangers, je veux dire aux nationaux, d'investir dans l'agriculture pour créer les emplois. L'État a le moyen de le faire. Il y a plus de 2000 milliards qui sont détournés chaque année au Cameroun. Mais cet argent peut servir à quoi? On va plutôt acheter des immeubles à l'extérieur. On met ça dans les comptes offshore. Ou alors on investit dans l'économie du béton qui ne crée aucun emploi, parce que l'économie du béton ne crée aucun emploi. Donc moi je pense qu'il faut une réforme foncière, et en règle et en profondeur, pour que cette affaire-là... Et puis, on doit imposer, notamment à ces étrangers qui disent investir, que ce soit au niveau des industries extractives, que ce soit au niveau de l'agriculture, de pouvoir prioriser les locaux. Parce que le marché local, c'est important. Parce que je ne comprends pas qu'un Chinois puisse produire du riz au Cameroun, à Douala ou ailleurs, et que ce riz n'est pas vendu sur le marché camerounais, il est vendu sur le marché chinois. C'est tout à fait inacceptable. Messieurs, on va également rappeler à nos téléspectateurs et surtout à vous, André Kisvanga, que c'est en 2008 justement qu'on assiste, il faut le dire ainsi, à un achat massif des terres sur le continent africain. On se rappelle pourtant qu'en février 2008, sur tout le continent africain, il y a eu ce qu'on appelle, il faut le dire, une révolution, on a appelé la guerre de la faim. Il y avait la famine en tout cas sur le continent africain. Mais je crois que tout cela, c'est la pauvreté en train de sévir dans notre continent. En fait, on nous a fait croire que nous sommes un continent pauvre. Nous sommes un continent qui n'ont pas de... nous n'avons pas de moyens de nous en sortir. Nous avons beaucoup de cas de famine et c'est pour ça que ça tombait à pic avec justement les émeutes de la faim. Justement, les émeutes de la faim, on a surnommé cela les émeutes de la faim sur tout le continent africain. On a vu le cas déjà au Sénégal, les femmes et les hommes marchaient avec des marmites. Bien sûr. Au Cameroun, c'était la même chose. Oui. Et que la plupart ont transformé en les émeutes du pillage. Parce qu'on a pillé la plupart des entreprises, on a pillé des personnes, on a volé plusieurs personnes. Donc, les boulangeries, sans oublier les pâtisseries, bien sûr, été détruites. À cause de la famine. Donc, nous pensons aujourd'hui que cela a provoqué peut-être une réflexion au niveau du gouvernement, parce que nous parlons de toute l'Afrique aujourd'hui qui ont pris des mesures par rapport à souvenir aux besoins de ces populations-là. Mais je crois que ces mesures-là ont été un peu hasardeuses, parce que permettre l'acquisition des kilomètres et des kilomètres de terre à des étrangers, c'est un scandale. Parce que nous ne pouvons pas accepter que, par exemple, toute la côte, quand vous sortez du côté de Bonabéry et que vous regardez de l'autre côté, c'est Bolloré qui est le propriétaire de tout cet espace jusqu'à un certain niveau. Quand vous arrivez à limitrophe encore,
PHP reprend de son côté, continue de Njombe jusqu'à de l'autre côté encore. Vous comprenez qu'en réalité, le Cameroun n'appartient plus aux Camerounais. Et Albert Anatole ici était en train de souligner quelque chose de très important tout à l'heure. La terre fait partie de la souveraineté d'un État. Vous ne pouvez pas un seul instant. Mais si vous n'avez plus de terre, comment vous allez vous considérer comme citoyen de cette ville ou comment? Ou bien de ce pays comment? C'est quasiment impossible. Donc, nous pensons aujourd'hui que l'État peut-être avait besoin des ressources à cette période-là, à ce temps-là, mais est-ce qu'on doit brader les terres? Est-ce qu'on doit les vendre? Non, je pense que ces entreprises, eux-mêmes, ils le savent, même en Occident. Vous savez que pour acheter une maison à Paris, il faut beaucoup de procédures. Il faut être même un Edgar Allan Bungo pour être propriétaire d'une maison à Paris. Il faut être au Biangema pour être là-bas. Donc, vous comprenez qu'en réalité, il faut beaucoup de moyens pour y arriver, pour y accéder, avoir des appartements. Et ces appartements, vous savez comment... Coûtent énormément cher, ne vous inquiétez pas. En dehors de coûter énormément cher, vous savez qu'après 2 ou 3 générations, ça revient à l'État français. Ça ne vous revient plus parce que on aura oublié comment les procédures se sont passées. En fait, c'est un vol masqué. Donc, vous comprenez qu'en réalité, la preuve en est, le vice-président de la Guinée équatoriale a acheté un immeuble à Paris. Paris a revendu et reversé l'argent dans ses caisses. Je voudrais mettre l'eau dans votre vin. Allons-y rapidement, parce que j'ai pour indiquer que même quand bien vous êtes propriétaire d'un immeuble à Paris, déjà le fisc va vous étouffer. Ouais. Le fisc vous étouffe avec les impôts à payer. Et quelques temps après, vous n'êtes plus propriétaire de cet immeuble-là. On vous comprend, on va revenir avec vous dans un instant pour revenir justement sur ce sujet. Dalvarez Goudjou nous a rejoint justement sur ce plateau ce matin. Dalvarez Goudjou, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour mon frère ici et bonjour à Christian et merci de m'avoir invité. Justement, notre thème ce matin c'est la course aux terres agricoles, une bombe à retardement en Afrique. On sait également que vous êtes propriétaire d'une exploitation forestière quelque part dans l'est du pays. Bon, peut-être qu'il fallait marquer. Je donne justement cette information. Comment est-ce que vous prenez justement cette course aux terres agricoles sur le continent africain? Pour ma part, Steve, moi je pense que la problématique s'étend au monde entier. La problématique s'étend au monde entier du fait que beaucoup de pays de par le monde entier ont des variables géostratégiques qui leur permettent d'influer sur les décisions du monde. Que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis, la France et tout le reste, ils ont des éléments géostratégiques qui leur permettent d'influencer sérieusement sur les décisions du monde, notamment la bombe atomique. Maintenant, la plupart de ces États, du fait de l'industrialisation, du fait de l'utilisation exagérée des produits chimiques, ont pratiquement détruit la plupart de leurs terres arables et agricoles, notamment la Chine. La Chine dispose à peine de 8% des terres arables encore cultivables. 9%, oui. Très bien, merci. Et au-delà de ça, sur le continent africain, on se rend compte quand même que nous sommes le seul continent qui a encore 80% des terres arabes encore non cultivées. Vide, il faut même préciser que c'est vide. Hein, oui, non cultivées, c'est donc vide. Or, de l'autre côté, quand on prend seulement l'exemple de la Chine, c'est un pays qui a presque 2 milliards d'habitants. Il faut bien nourrir... Sur 9 millions de kilomètres carrés. Exact. Nous avons des pays comme les États-Unis qui sont autour de 400 millions d'habitants. L'Union européenne, presque 400 millions d'habitants. Etc., etc. Avec les terres qu'ils ont polluées pendant des siècles et avec une population importante à nourrir, surtout une population qui a un style de vie pratiquement de dépense totale. Ça veut dire que les gens dépensent totalement. Quand on est à New York, les gens ne veulent pas savoir d'où vient la tomate, d'où vient le melon. Les gens dépensent tout le monde. Ils pensent qu'avec des billets de banque, on peut tout avoir. Qu'est-ce qu'ils font quand vous êtes à Pékin? C'est qu'ils prennent l'avion, ils disent on va en Afrique et on va acquérir cela presque gratuitement parce qu'ils veulent nourrir les bouches chez eux. Je vais prendre un fait pour étayer ce que je dis. En 2015, il y a un homme d'affaires chinois qui arrive au Cameroun. Pendant des années, cet homme d'affaires est parti en Afrique du Sud. Shanxi Farm Agro-Business Corporation, Merci. je viens de souligner dans le détail. Merci ce beaucoup. matin. Il a négocié pendant des années et des années pour obtenir les terres en Afrique du Sud. C'était pas possible. Et même chose au Brésil, c'était pas possible. Les mêmes choses en Russie, c'était pas possible. Il faut bien souligner. Alors que le président Vladimir Poutine encourage, quand vous êtes investisseur, vous allez en Sibérie, l'été c'est presque gratuit là. Mais les conditions qu'il imposait, c'était pas
possible. Même en Ukraine, qui est pratiquement gouvernée par les oligarques, des grosses mafias, c'était pas possible. Mais quand il met pied au Cameroun, 6 semaines, il obtient Le mec, il a obtenu. 4 ans plus tard, c'était l'année dernière, il a 125 000 hectares. Oui, oui. Bon, disons 4 ans plus tard, mais au début déjà, le papier lui est signé. Au début, le Cameroun, c'est vite. Vraiment, tu peux faire ce que tu veux. 125 000, on n'a pas dit 125 mètres carrés. On dit 125 000 hectares. Oui, il faut Un seul hectare, c'est 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés. C'est un seul hectare. Vous connaissez le coût d'1 mètre carré où vous vivez. Il dit, je parle d'1 mètre carré. Le pire, c'est pas ça. Ce que les gars, on lui attribue ça, on lui vend l'hectare. Ils ont parlé de concession. Autour de 500 francs l'hectare. Je dis, mais même si vous êtes étranger. Un hectare à 500 francs, c'est ça qui m'a épaté en fait dans cette histoire. Même si vous êtes étranger, Oui. même si c'est la terre du voisin, est-ce que vous faites cette manière? Quand on veut leur parler, moi j'étais très surpris. Hein. Je me rappelle, il y a cela quelques années, on a fait une émission dessus. J'ai appelé 2 hommes politiques qui étaient pratiquement. Parce que vous savez, généralement, quand ils viennent dans les nations, ils prennent les hommes politiques qui ont un peu d'influence à Yaoundé. J'ai appelé 2 ou 3 personnes qui étaient impliquées dans le dossier. Ils disent non, ce sont des beaux amphithéotiques. J'ai dit, laissez ça tranquille. Le décret du président de la République est clair. Il y a 2 possibilités quand vous êtes étranger. Soit vous prenez des baux qui sont normaux, soit vous prenez des baux amphithéotiques. Les baux normaux vont de la concession, donc vous pouvez jouir de ces terres jusqu'à 18 ans. Mais dans la plupart des cas, ce sont des baux amphithéotiques. Ça veut dire que vous cédez cela, vous concédez cela jusqu'à 99 ans. Mais quand vous concédez une terre pour 100 ans, dans un pays où l'espérance de vie est autour de 50-52 ans, ça veut dire que vous et moi, on meurt, mais il est toujours propriétaire de la terre. De la terre. Mais on n'a pas dit que, et c'est même ça avec beaucoup, vous voyez, nous avons beaucoup de lopins, même en centre-ville ici, chez nous, c'est pratiquement plus ou moins les mêmes choses avec le port de Douala, qui officiellement nous appartient, mais dans la réalité nous appartient pas. Puisqu'on dit, les accords de 50 ans, on a signé pour 100 90 ans. 90 ans, etc., etc. Or, c'est très facile. Quand vous faites un bail amphithéotique, à la fin du bail, vous pouvez renouveler. D'ailleurs que, quand vous signez déjà que vous avez concédé une terre à des étrangers pour 99 ans, ça veut dire que vous avez tué pratiquement toute une génération. Et le pire, un exemple simple, l'immeuble PMUC avec l'église catholique actuellement, oui. 99 ans. C'est un bail amphithéotique. Ouais. Et il y en a plein. Oui, il faut ans. bien comprendre, justement, quand vous soulignez le cas de... Je n'aime pas beaucoup parler des religions. Parce que quand vous soulignez le cas de l'église, vous savez, en Chine, ils ont eu des problèmes sérieux quand l'église catholique est arrivée. C'est pourquoi vous savez, les Chinois, en fait, ils n'ont pas de religion. Les Chinois, ils ont une philosophie. Ils ont importé des religions. Ils ont le confucianisme. C'est le taoïsme qui est justement... Très bien. Qui est un mode de vie. Exact. Un mode de vie. Mais puisque ils se sont le bouddhisme a été importé de l'Inde. Oui. Exact. Pour eux, c'est que les gens qui se prétendaient des chrétiens sont arrivés dans leur pays. Toutes les grandes terres, dans les grandes villes, mais c'était pour eux. C'est plus ou moins ce que nous voyons ici chez nous. Et ce sont eux qui vendaient cela, et c'est eux qui s'occupaient de tout. Là, ce n'est pas le débat sur le côté religieux. Ce que j'ai dit, c'est que nous devons voir dans quelle mesure sauvegarder les intérêts supérieurs de nos nations. Voyez un peu, même chez nous ici, là, quand vous voyez comment les terres qui sont attribuées aux Chinois, même à l'Est, comment ils font travailler nos frères. Mais c'est presque... c'est pire que de l'esclavage. C'est pire que de l'esclavage. Dans quelles conditions? Est-ce que vous savez qu'ici au centre-sud, les gars prennent des milliers de terres, ils cultivent le riz, et les gars qui travaillent dans les rizières ne peuvent pas obtenir le bon riz. Vous n'avez pas le droit de toucher même à un seul grain de riz. Vous ne pouvez pas. Même si le riz pourrit, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Ce bon riz, ils arrangent cela, ils exportent en Chine. Mais vous savez que tout le monde le sait ici au Cameroun, les gens peuvent le savoir. Une bonne partie du riz qui est sur le marché, c'est pour la volaille. Ce n'est pas le riz pour la consommation propre. Oui, ça veut dire que ce sont des déchets de riz. Il suffit que vous en achetez en grande quantité dans des bateaux. Vous pouvez, emballer, vous mettez sur le marché. Chez eux, même, ils ne consomment pas cela. C'est même pourquoi ils viennent chez nous. Mais comment ces gars qui exportent du riz, ils viennent chez nous cultiver du riz pour aller chez eux avec? Et le pire, c'est que la plupart des responsables, vous les verrez même ici, la plupart des responsables qui travaillent dans cette terre qu'on les conseille, la plupart, ce sont des Chinois. Ça veut dire que même la création d'emplois directs sur le plan national, tout ça, c'est sur les papiers. Dans la réalité, c'est pas le cas. Chez nous même, tout le monde l'a vu, même ici chez nous en ville, même quand on les donne des marchés de construction de routes, même jusqu'aux ouvriers, c'est des Chinois. Les Camerounais qui sont là, c'est pratiquement ce qu'on appelle les petits manœuvres, qui ont un salaire de quoi? Généralement, les salaires sont en dessous même
Quelqu'un m'a donné d'ailleurs une information hier. Hein. Il est à quelque chose comme 27 000 francs CFA, 27 500 francs par Très bien. mois. Mais c'est moins que le SMIC au Cameroun. Est-ce que la loi peut concéder ce type de choses? Est-ce que le ministre du Travail est au courant? Dans la plupart des cas, il est au courant, tout le monde le sait. Mais est-ce que nous disons ce que nos dirigeants à Yaoundé ne doivent pas diriger le pays comme si c'était des étrangers? Tôt ou tard, cela nous impacte. Parce que aujourd'hui, est-ce que sur le marché, vous avez vu à Paris par exemple, vous savez que maintenant à Paris, quand vous allez à Châteauroux, la plupart des personnes qui tiennent des magasins africains, ce sont des Chinois. Mais ce n'est pas des Africains. Les gars vous vendent les produits de chez vous. Mais pourquoi ils vous vendent les produits de chez vous? Parce que chez vous, on leur a donné le droit de produire ce qui vous appartenait. Les bâtons, vous voyez des bâtons dans les magasins, les Chinois, ils vendent des bâtons. Ils vendent du quem, ils vendent de ceci, ils vendent cela, etc. Ils vendent tout. Et les beignets. Ils en font même les beignets. Ils font les beignets. Je vais dire, chez nous, si on continue à diriger la nation comme ça, et comme quelqu'un l'a si bien dit, je crains que cela puisse être une bombe atomique qui va faire exploser. Monsieur, justement, je vais vous poser une question simple. Finalement, l'Afrique est à vendre, Albert Anatole, ici? Mais bien évidemment, tout à l'heure, je vous ai dit... Parce que je pose cette interrogation, on a l'impression que l'Afrique est à vendre. Je vous ai dit... Finalement, il faut un écriteau quelque part, Non, pour dire l'Afrique est à vendre. Je vous ai dit deux choses tout à l'heure qu'il faut retenir au sortir de cette émission. La première, et j'insiste là-dessus, les prochains mouvements sociaux en Afrique auront pour origine la crise foncière. Ça, il faut le dire. Parce qu'il y a nous autres, nous les jeunes là, nous ne pouvons pas accepter que les choses se passent comme ça se passe. C'est-à-dire, parfois, vous serez surpris, vous arrivez à Esseng, vous constatez que le sous-préfet du coin, les autorités ont déjà vendu votre village. C'est-à-dire que la maison de votre enfant n'est plus votre propriété, c'est devenu un champ. Mais vous ne pouvez pas accepter ça. Vous n'allez jamais accepter cela. Vous préférez aller en prison que d'accepter ça. Et ça, c'est la vérité. Moi, je pourrais le faire. Parce que c'est absolument inacceptable. Et le pire, c'est que vous n'êtes même pas informé. Vous n'êtes même pas au courant. Justement, dans la Sénégal, ils ont commencé à le dire. J'essaie de vous faire comprendre. 65 000. J'essaie de vous faire comprendre que très souvent, même, les populations ne sont pas au courant de cette transaction. On n'a pas pris le avis. C'est-à-dire que un jour, vous dormez chez vous et puis il y a une escouade de policiers, de gendarmes qui vous dit, monsieur, sortez de la maison. Vous n'avez pas une zone de recasement, vous chargez comme de vulgaires individus sur votre territoire. C'est ça qu'il s'agit. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que véritablement il faut un nouveau contrat social. Nous avons des administrateurs néocoloniaux qui nous dirigent. C'est ça qu'il s'agit. La plupart de ces gens ont des passeports, ont plusieurs nationalités. Les gens qui nous gouvernent. Vous insistez sur le sujet depuis la semaine dernière. C'est pour cela qu'ils se comportent comme les citoyens en transit. Comme le disait tout à l'heure... André Gizefanga? Non, Monsieur Ndiok, je crois. Alain Ndiok, dans son propos, oui, justement. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a qui se comportent comme les citoyens en transit. Et effectivement, c'est ça qu'il s'agit. Puis qu'ils s'en foutent. Lorsqu'ils sont malades, ils vont de leur côté se faire traiter. Quand ils envoient les enfants à l'école des autres, mais chez eux, ils ne font rien. Donc, je pense que c'est à la jeunesse actuelle, la génération actuelle de prendre conscience de ce que, si vous rencontrez un Chinois, vous demandez lui ce qu'il fout là, vous le chassez. Vous rencontrez un Américain, si vous n'êtes pas informé de sa présence, parce qu'on doit pouvoir informer au moins les populations pour leur dire ce qu'ils font. Parce que c'est tout à fait... L'Afrique ne doit pas nourrir, l'Afrique ne doit pas accueillir les paysans. L'Afrique a besoin des investisseurs qui viennent l'accompagner dans sa vision d'émergence. L'Afrique n'a pas besoin de paysans, qu'ils soient américains, français ou chinois ou autres. L'Afrique a besoin, parce que nous avons une population qui est dynamique. La seule chose que la population demande, c'est l'accompagnement de l'État. André Gizefanga, on a réellement un gros souci, il faut le préciser également. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas dans le riz? Pourtant, il y a des terres. Pourquoi on n'investit pas dans le mil, dans le blé, dans le maïs? Pourtant, il y a des terres. Écoutez, je vous fais mais on importe le riz de mauvaise qualité. Non, attention, il y a du riz qui est cultivé par beaucoup au nord, mais qui n'est pas vendu sur le territoire national. Hein. Oui, mais même s'il est vendu, le riz de Yagua est vendu au Cameroun, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Le riz de Ndop aussi est vendu sur le terminal. À Baganté même, donc le riz Yagua, on ne le voit pas tellement sur le marché. Hein. Moi, j'en achète à la maison, j'en ai là. Bon, d'accord, je vais chercher. Il y a un problème de communication là-dessus. Je voulais dire une chose. Voilà un ingénieur agricole qui demande à un opérateur économique dans le secteur du riz. Il lui dit,
Ben, vous importez, quand je vois les chiffres de l'importation du riz que vous faites, c'est entre 4 et 5 milliards. 500 milliards par an. Voilà. Donc, 500 milliards. un trimestre et peut-être 500 milliards par an. Il lui dit, moi je suis ingénieur agricole et spécialisé dans la riziculture. Et vous êtes de la Damawa, et vous, dans les plaines de la Damawa, vous pouvez acquérir des terres et vous faire des champs de riz et qui vous permettront d'ici 3 ans de nourrir de nourrir presque toute la nation. Tout le septentrion et peut-être d'autres, toute la nation tout entière. Vous savez ce que l'opérateur économique lui répond? Ça va me perdre le temps. Il répond simplement, ça va me perdre du temps. Donc, en réalité, première des choses, nous avons d'abord les Bayam Salam au Cameroun. On n'a pas d'homme d'affaires, on n'a pas d'homme d'affaires. Ça veut dire qu'on préfère aller acheter et revendre. Ils sont peu ceux qui veulent véritablement devenir des industriels ou bien des hommes d'affaires. Donc, ils préfèrent faire son Bayam Salam. La preuve en est, quand leurs bateaux sont coincés quelque part, c'est la chute de l'entreprise. Donc, vous comprenez qu'en réalité, nous avons un problème d'abord avec les investisseurs. Mais je pensais... Hein, on va... Allons-y. Ok, je pense, justement pour soutenir ce que mon ami Christian dit, mais je pense quand même à la décharge de l'État camerounais. Il y a des mesures qui ont été prises au début, parce qu'on en a fait une tonne de débats là, jusqu'à l'année dernière, on en a parlé au ministère des Finances. Je pense la loi de finances pour 2020, qui est en train d'être implémentée, les mesures ont été prises. Vous avez l'agrément pour importer du riz, à la condition que vous allez acquérir des terres, vous allez commencer à cultiver une partie au Cameroun. Si vous ne le faites pas, les années qui suivent, on vous retire l'agrément. C'est pratiquement ça dans la loi de finances. C'est la philosophie de la loi de finances. C'est les mêmes choses pour, par exemple... Mais est-ce que cela sera appliqué? On a justement un problème d'application, d'applicabilité. Justement, c'est à vous, Steve, en tant que journaliste, c'est à nous tous, en tant qu'opérateurs économiques, en tant que leader d'opinion. Parce qu'en faisant ce type de débat, ça rappelle à la mémoire collective, ça rappelle à la mémoire dirigeante, ça rappelle aux opérateurs économiques. Parce qu'en fait, un bon problème en Afrique et au Cameroun en particulier, c'est la question de la connaissance et de l'information. Il y a même des lois qui sont très favorables parfois aux opérateurs, mais beaucoup ne sont pas au courant. Il y a des lois, je vous rappelle, si vous savez comment on appelait les lois au Cameroun, parfois il y a des lois, c'était quel épisode? Je prends un exemple, c'était un peu comme à Hong Kong. Vous savez, il y a de cela 3 semaines, il y a une loi qu'on a appliquée à Hong Kong. La dernière fois qu'on a appliqué ça, c'était en 1885. Ça veut dire la loi sur l'état d'urgence, sur le confinement. Pour dire quoi? Pour dire que parfois nous avons des lois, si nous ne faisons pas un travail de communication dessus, les gens ne savent pas. La loi et vous pouvez opposer ça à une autorité. Vous dites, la loi de finances telle année dit ceci, que je dois avoir, j'ai le droit d'avoir des terres pour cultiver, sinon je n'ai plus l'agrément pour importer. Puisqu'en fait, dans la plupart des cas, si vous importez, quand vous cultivez le riz, vous créez des emplois. Vous payez des impôts à l'État et vous faites du bénéfice. Et tout le monde le sait. Même le riz, comme nous importons de l'autre côté là, de plus en plus des mesures sont prises pour que le riz là ne soit plus importé par nous. Mais il faut bien comprendre que parfois, vous payez Bayam Selam, beaucoup ne sont même pas Bayam Selam. C'est encore les gars qui quittent de l'autre côté, qui viennent installer une filiale ici et qui importent le riz de leur plantation de l'autre côté là. Ça veut dire qu'en fait, ils sont sur les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire en amont et en aval. Exact. Donc pour dire que oui, la loi des finances pour cette année, j'exhorte les opérateurs à regarder cette loi de finances, ça encourage beaucoup à ce que les gens qui font des importations de beaucoup de produits agricoles, ça les oblige même, mais c'est pas un encouragement à commencer à produire sur le territoire national au risque de voir leur agrément retiré. Allez-y. Je rajoute, il y a un opérateur dans le secteur poisson, de l'importation du poisson. Quand on lui donnait l'agrément, c'était justement de créer des unités de production locale du poisson. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait peut-être 15 ans. On n'a pas encore véritablement des unités de production de ce poisson-là au Cameroun. Donc, vous comprenez qu'il y a des facilités, il y a ce qu'on dit, mais la réalité, elle est autre chose. Maintenant, comment on peut importer du riz alors que nous avons la capacité de production, de produire du riz localement et du très bon riz. Du bon riz. Il a pris l'exemple de Bagante, on a pris l'exemple de Yagua, de Ndop, et vous savez qu'à Sanchou, ça a été abandonné complètement, mais c'est toujours possible de renouveler en très peu de temps, de repositionner et de faire aussi un travail de communication là-dessus. Que ce qui est même déjà produit au niveau localement, qui est de très bonne qualité,
que nous devons communiquer là-dessus. Et ça, nous appelons justement les entreprises qui font dans cette production-là de venir vous voir, hein, monsieur Je suis là pour ça, Jocelyn Goss, de communiquer là-dessus, parce que un matin comme ça, dans un débat, nous devons avoir un sac de riz de Ndop ou bien un sachet ou bien quelque chose posé sur le plateau pour dire que voilà ce que nous produisons. Vous n'avez qu'à me joindre, hein, donc, sur Facebook. Donc, vous allez voilà avoir ce que toutes nous les avons informations comme que vous production. voulez. Donc, Oui. voilà comment ça se passe. Donc, je fais déjà la pub pour vous. Et donc, il faut aussi penser à moi. Donc, nous pensons, mais bien sûr, chacun, l'ouvrier mérite son salaire, dit les Saintes Écritures. Donc, je suis en train de faire un travail de marketing. Donc, nous pensons aujourd'hui que nous devons travailler dans le sens que nous devons être autonomes, parce qu'un pays qui ne peut pas nourrir sa population est en danger. Et c'est ça le plus grand danger de plusieurs États aujourd'hui. Parce que si un seul instant, nous produisons, parce que le riz aujourd'hui est devenu l'élément de consommation principal dans nos cuisines, alors qu'en réalité, hier, nous avons du macabo, nous avons du plantain, nous avons de la patate, nous avons plusieurs autres choses que nous pouvons cultiver en grande quantité et devenir nos produits de... Parce que quand même, nous, on se réveillait un matin avec le manioc, un madrier, parce qu'on appelait ça le madrier que tu as mis au feu le matin et tu vas à l'école avec. Donc aujourd'hui, quand tu n'as pas du pain ou bien de quelque chose, du café, on vous dit que non, vraiment, vous êtes mal nourri. On avait besoin juste d'un mintumba. Exactement. Donc vous comprenez que vous avez un mintumba. Donc vous comprenez qu'il y a des éléments de nutrition dans notre état que nous pouvons davantage cultiver, nous devons davantage travailler pour que ça devienne une production nationale qui peut nourrir toute la population. Messieurs, nous sortons justement de ce sujet, hein, un mot de fin. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, hein? Un mot de fin, je pense, hein, en ce qui concerne le riz et bien d'autres produits, c'est très important que la conscientisation soit à la base de la population. Exactement. Je prends un exemple simple. Et si vous savez, moi, je vais au supermarché, en surface, j'achète du riz camerounais que j'offre à 2 ou 3 personnes qui trouvent que c'est pas bon. C'est pas trop de leur faute. C'est parce que on nous a habitués, nous avons habitué nos papilles gustatives à ce qui vient d'ailleurs. Notons que le riz qui vient d'ailleurs, c'est du riz blanchi. C'est du riz avec des produits chimiques. En fait, parce qu'à la base, le riz n'est pas blanc de cette manière-là. On les traite, on les blanchit, on les parfume même. C'est très mauvais pour la santé. Et on trouve que c'est un produit de luxe. Ce qui fait que, généralement, nos propres produits, même qui sont naturels, comme nous avons habitué nos enfants à manger ce qui était parfumé, parfois ils ont l'impression que ce qui est naturel n'est pas le bon. Ça veut dire que, pour moi, je pense que la conscientisation devrait aller jusqu'à la base de la société, jusqu'à la base au niveau des enfants. Ça devrait commencer au niveau du primaire. Que chaque seconde que vous allez dans un supermarché, que vous achetez un riz, je ne vais pas faire la publicité, que vous je ne cite pas si, quand vous achetez ce riz qui a l'air de sentir très bon, qui est très bien blanchi, vous êtes en train de créer un emploi en Chine. Mais que si vous achetez le riz de Yagua, vous contribuez à la sécurité de la population. Puisque les enfants qui prennent les Kalachnikov pour traverser au lac Tchad, pour traverser la frontière Nigeria, auront une occupation. Ne vont pas se laisser distraire puisqu'ils travaillent dans leur riziculture, ont un travail et parviennent à s'occuper de leur famille. Oui. Mais chaque fois que vous achetez du riz chinois, vous êtes en train de tuer un emploi à Yagua, vous tuez un emploi à Baganté, vous tuez un emploi à Ndop. Et ne soyez pas surpris que quand vous rentrez chez vous le soir, que des gens retirent leur kalash et vous tendent l'âme, puisqu'ils veulent aussi vivre. D'une manière indirecte, vous avez contribué à leur proposition. Ceci pas seulement pour nous, mais surtout pour les gens à Yaoundé qui décident pensant qu'ils sont au sommet et à l'abri de tout. Mais je vous dis merci, on va rester ensemble pour le second sujet. Mais selon l'ordonnance en tout cas de renvoi, il faut également préciser par ailleurs que la prise du Mediator a entraîné entre 3100 et 4200 hospitalisations pour insuffisance valvulaire, entre 1700 et 2350 chirurgies de remplacement valvulaire et au final entre 1520 et 2100 décès. Pendant ce temps, on n'a pas parlé de ça, ça n'a pas fait tellement la une des journaux, mais il faut le dire aujourd'hui, le Covid Organics, lui, il fait la une des journaux au point où Andry Rajoelina, le président malgache, s'est retrouvé justement en direct hier sur une chaîne de télévision française pour expliquer justement sur le cas du Covid Organics. On voit sa réaction sur cet élément. Ce remède est naturel, non toxique et non invasif. Simplement, Monsieur le Président, tout le monde n'est pas convaincu par ces preuves dont vous parlez. Et ce n'est pas n'importe qui. L'Union africaine, la CEDEAO et surtout l'OMS, le bureau Afrique de l'OMS, ont multiplié les mises en garde ces derniers jours contre l'illusion d'un remède miracle. Non seulement l'OMS doute de l'efficacité du Covid Organics, mais elle craint des effets secondaires pour les gens qui consomment cette tisane. Oui, vous me citez
bien évidemment la mise en garde du docteur Moeti, qui met en garde l'utilisation du Covid Organics. J'aimerais juste poser la question, est-ce que le médiateur avait reçu et obtenu les autorisations ce que je demande, et comme question aujourd'hui, combien de personnes sont mortes en fait du médicament Mediator. Vous connaissez, comme tout le monde, que la déclaration du professeur Bernard Debré et Philippe Yven, ils ont présenté presque plus de 58 médicaments fabriqués par des laboratoires prestigieux qui non seulement ne soignent pas, mais selon leurs propres termes, qui sont dangereux et mortels. Ces médicaments ont été et sont distribués en Afrique et je n'ai jamais entendu le docteur Moeti ou l'OMS faire une déclaration qui n'autorise pas la prise de ces médicaments. Maintenant, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous, on utilise de la décoction. Quand on parle de détoxion, c'est une méthode, une action de faire bouillir dans l'eau les plantes médicinales pour l'extraction des principes actifs. C'est notre médecine traditionnelle qui est connue et reconnue par ses effets. Vous savez, on parle dans ce remède, on parle beaucoup de l'artémisia. Ce qui se pose aujourd'hui, vous m'avez posé la question, mais j'ai une question quand même à vous poser. Si c'était pas Madagascar, mais si c'était un pays européen qui aurait découvert en fait ce remède, est-ce qu'il y aurait autant de doutes? Je ne pense pas. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, que le cas des malades à Madagascar et aussi ceux qui ont pris ces médicaments, en fait aujourd'hui, ce timbave ou cette décoction, nous avons eu des preuves que nous avons soigné nos malades jusqu'ici. Alors justement, par exemple, on va prendre l'exemple de la France. L'Agence nationale de sécurité du médicament a très récemment publié une mise en garde quant à l'achat de produits à base d'artémisia, affirmant que les vertus thérapeutiques sont, je cite cette agence, fausses et dangereuses. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ces doutes, voire des soupçons, disons-le, de charlatanisme, viennent de l'Occident, voire peut-être des lobbies pharmaceutiques occidentaux ? Vous savez, vous avez peut-être pu voir et regarder la déclaration du professeur Montagnier, qui a quand même reçu le prix Nobel de la science et de la médecine. Comme quoi l'artémisia, c'est une piste pour guérir en fait le coronavirus. Ça, c'est une chose. Mais vous avez aussi pu en fait constater l'étude du professeur Tuyuyu en Chine, qui a pu extraire en fait l'artémisinine venant de l'artémisia. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi autant de questions, pourquoi autant de problèmes. Mais le problème aujourd'hui avec le Covid Organics n'est pas sa formule. Ce ne sont pas des études cliniques qu'on fait semblant de ne pas connaître. On dit du mal sur ce produit, sur le timbave CVO, alors qu'il ne fait que du bien et qu'il ne sauve que des vies actuellement. Dans cette bataille, on veut nous freiner, on veut nous décourager, voire même nous interdire d'avancer. C'est qui on, Monsieur le Président ? D'avancer, ni un pays, ni une organisation. Vous avez cité l'organisation tout à l'heure, l'Organisation mondiale de la santé. C'est nous, Madagascar, avec notre décoction que nous sommes en train, et personne ne peut nous empêcher. Nous sommes un pays souverain et nous sommes là pour aider notre peuple, notre population, pour ne pas vraiment être victime ou mourir de cette pandémie. Messieurs, vous avez suivi le président Andry Rajoelina, jeune président très dynamique qui nous fait savoir une chose simple, c'est que il croit au Covid Organics, le CVO, et il faut le préciser d'ailleurs à nos téléspectateurs jusqu'à preuve de contraire, il n'y a aucun décès de Covid-19 du côté de Madagascar, et il faut le dire, tous ceux qui
il faut le dire, avait un cas quelconque, d'ailleurs, de Covid-19. Tous ont été guéris. Dabrice Goudiou, une réaction après avoir regardé justement cette vidéo? Je dis, le président malgache est à féliciter. Très bon communicateur. Et il maîtrise son sujet sans être médecin. Et je pense que c'est l'exemple que beaucoup de chefs d'État africains devraient suivre, c'est-à-dire prendre l'initiative. Ça, c'est d'un. Mais maintenant, au-delà de la chose, quand même, une des choses que je félicite aussi sur lui, c'est qu'il a mis le côté mercantile à côté. Il y a des chefs d'État qui lui ont fait des demandes. Il a dit, je ne vous vends pas mes frères, je vous en donne des cargaisons pour votre population. Essayez de sauver d'abord nos frères. Oui. On va regarder la question d'argent, c'est d'abord après. Ils sont déjà 37 chefs d'État sur 54. Hein. Exact. Je pense que c'est ce qui fait peur à l'Occident aujourd'hui. Oui, ça fait peur à l'Occident, d'autant plus que comme il a bien signé, il a bien signifié que la responsable, par exemple, du bureau Afrique de l'OMS, il y a beaucoup de médicaments que l'on a testés sur le continent africain. 58 médicaments dangereux et qui ne soignent pas. Sur le continent africain. Oui. Mais curieusement, ils n'ont jamais rien dit. Mais personne n'a jamais rien dit. Le Vaccinax, tout le monde sait ce que ça a fait en Afrique et au Cameroun. Combien de nos enfants sont handicapés aujourd'hui? Combien de nos frères, de nos aînés sont handicapés? Kinimax, merci. Exact. Qu'est-ce qu'ils en ont parlé? Est-ce qu'ils ont de l'autorisation? L'OMS avait de l'autorisation. Et il a fait bien de rappeler le Mediator qui a causé des désastres extrêmement importants. 1520, 2100 décès, il faut le dire. Officiel. Puis il y a d'autres qui sont officieux. C'est pas tout le monde qui va se déclarer. En France, c'est-à-dire si un pays aussi puissant que la France, les lobbies financiers, les lobbies pharmaceutiques parviennent à corrompre la classe dirigeante. Le laboratoire Servier d'ailleurs qui avait fait, il faut le dire comme ça, le Mediator. Oui, parviennent à corrompre la classe dirigeante, à imposer un médicament qui décime la population. Comment se fait-il le continent africain? Remarquez que la plupart des pathologies extrêmement graves de ces 10 derniers ou 20 dernières années, curieusement, on les découvre en Afrique. Que ce soit Ebola, que ce soit chikungunya, que ce soit, je sais pas quoi, le virus du charbon. Pourquoi? Parce que les gens viennent tester cela en Afrique. Mais en réalité, pour que l'on puisse accepter un vaccin pour les tests, quel que soit l'endroit de par le monde entier, cela devait respecter un certain nombre de protocoles. Est-ce que ces protocoles ont été respectés? Qu'a dit l'OMS par rapport à cela? C'est pourquoi moi je partage totalement le point de vue du président Malgache, à savoir que c'est parce que le Covid organique, c'est un médicament qui a été mis au point par les Africains et on ne supporte pas que ce soit pas les Africains. Mais là, à côté de cela, je vais dire, c'est très important ce que les Malgaches ont fait, mais ce sera encore plus important qu'ils soient extrêmement prudents, puisque j'ai entendu que les États-Unis ont donné 2,5 millions de dollars, la France dit qu'elle peut coopérer. J'ai dit, moi, je crains que ce soit les pistes qu'on veut essayer de mettre en place, soit pour saboter le produit, puisqu'après, il suffit que vous laissez entrer 2 ou 3 de leurs chercheurs et ils peuvent saboter le produit aura d'autres effets que ce qu'on avait escompté. On dit, ok, tenez, nous avions dit que c'était pas un bon produit, etc., etc. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui a félicité et que nous, Africains, au lieu de parce que beaucoup l'ont fait, ils sont partis au FMI prendre des milliards de prêts. On a dit c'est une aide, mais ce sont des prêts. Au cas du Cameroun, 135 milliards. Oui, et il faut bien comprendre, ces 135 milliards, c'est pratiquement spéciaux. C'est une ligne de crédit qui est dirigée, qui doit être diligentée pour importer juste les médicaments pour soigner ou pour faire face au Covid-19. Mais quels médicaments? Généralement, ce sont leurs pharmacies, leurs magasins, leurs industriels qui vont mettre à votre disposition des gants, des médicaments, des cache-nez. Ils vont encore récupérer tout cet argent qu'ils ont donné. Vous ne le voyez même pas, hein? Ça passe dans le compte, ça repart encore chez eux. Et on dit quand même, vous avez un prêt de 100 milliards ou 30 milliards, vous allez nous rembourser ça. Alors, vous n'avez rien eu là-dessus. Alors qu'à côté de nous, nous avons nos frères de Madagascar qui disent, ils ne demandent pas l'argent, envoyez l'avion, prenez des produits. Je crois que la Guinée équatoriale a pris jusqu'à 11 000 doses. Prenez des produits. A également pris sa part, le Congo, etc. Et au-delà quand même, notons que l'Artemisia afra, à laquelle fait allusion le président Rajolina, c'est quelque chose qui peut grandir partout en Afrique. Moi, j'en consomme à la maison, puisqu'il y a beaucoup de petits particuliers ici. Et c'est encourager que chaque Africain qui vient le faire. Hier, quand on faisait l'émission, nous allons souligner le fait que dans le département du Ndé à Baganté, un sous-préfet, je sais pas si c'est un préfet, il a quand même pris sur lui d'aller... Un sous-préfet d'aller défricher 2 hectares d'artémisia. Mais c'était accidentellement parce qu'il a cru que c'était du chanvre indien. Oui, il a cru. Les décisions... Ça, c'est la version officielle. Oui, mais je dis... Bon, ça, c'est une décision officielle. Non, les décisions pour détruire... Oui, je suis d'accord, mon frère. Je dis, mais pour prendre ce type de décision, parce qu'en réalité, vous êtes en train, je vais dire, lui, le sous-préfet, en ce moment-là, quand il agit, c'est comme une décision de justice.
Mais on ne peut pas implémenter l'utilisation de justice sans au moins faire les études préalables. Vous prenez les échantillons à Baganté, vous envoyez à Yaoundé, ça ne prend pas 24 heures. Et même en d'autres cela, le champ indien, ça se reconnaît partout. Même à Baganté, même à Douala, Yaoundé, tout laboratoire peut établir si c'est un champ indien ou pas. Et nous parlons quand même de 2 hectares. Et le monsieur, je pense... Vous partez très loin. Écoutez, les hommes, les auxiliaires de police judiciaire, notamment les gendarmes, très bien, connaissent le chanvre indien. Qui le côtoie, exact. Nous savons, au quotidien. Regardez un pays que je connais très bien, comme le Tchad. Et vous savez qu'au Tchad, par exemple, il y a une décision du ministère de la Santé qui a interdit l'utilisation de l'artémisia dans tout le pays. Est-ce que vous savez ça? C'est bien une chose très curieuse. Exact. Dans un pays comme le Cameroun, où nous, j'en parlais avec une amie, elle est très active là-dessus, c'est même des étrangers, elle est dans le sud, et cultive l'artémisia, mais officiellement, elle ne peut pas vendre cela au Cameroun. Pourtant, il y a de plus en plus des officines de santé qui en demandent. Puis en fait, c'est l'un des éléments qu'on utilise contre les Antilles. Vous l'avez suivi d'ailleurs sur cette vidéo. On faisait savoir d'ailleurs avec le journaliste que l'Agence nationale de sécurité du médicament de France d'ailleurs avait interdit justement à plusieurs pays et surtout même à la France de cultiver justement l'artémisia. André Kisefang, on a l'impression aujourd'hui que l'Afrique fait peur et que si le produit avait été fabriqué par exemple en Occident, il aurait été accepté tout de suite par l'OMS. Mais comme c'est en Afrique, on a besoin aujourd'hui de minimiser, de ridiculiser même à la limite ce médicament. Quand ils ont légalisé l'homosexualité, c'est-à-dire un homme doit aller avec un homme, ils n'ont pas mesuré les dégâts que ça peut causer dans la santé de l'être humain. Mais ils veulent l'imposer à tout le monde entier que l'homosexualité c'est une bonne chose, c'est une liberté. Parce qu'ils sont un pays de liberté, un pays d'égalité, c'est un pays de je ne sais pas quoi. De fraternité. Ça, il faut l'imposer à tout le monde. Nous interdisons la polygamie, mais ils font quand même l'homosexualité. Ça, je prends cet exemple pourquoi. Vous regardez quelque chose qui détruit la santé des êtres humains. Ils légalisent. Mais quelque chose qui apporte des solutions dans la vie des êtres humains, ils interdisent. Vous voyez un pays de paradoxe, un monde de paradoxe. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que quelque chose de bon sorte de l'Afrique. C'est pour ça que je me rappelle d'une histoire dans les Saintes Écritures, le nom m'échappe un peu, qui avait demandé, voilà, on lui dit que le Messie est né à Nazareth. Et il dit, est-ce que quelque chose de bon, c'est Nathanaël. Nathanaël, voilà. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Donc pour les Occidentaux, rien de bon ne peut sortir de l'Afrique. Parce que quand quelque chose sort de l'Afrique, vraiment, vous avez écouté le journaliste, il a dit le charlatanisme. Donc quand quelque chose sort de l'Afrique, c'est un peu... Du charlatanisme, c'est le maraboutisme. C'est du maraboutisme, c'est la magie, c'est quelque chose... Alors qu'ils font la plus pire des sorcelleries dans leur continent. Un homme va avec un homme, c'est légalisé, c'est bon. Ça, c'est des choses. Donc quand on le dit... Mais la polygamie est interdite. Non, mais écoutez... Un homme doit avoir... ils ne refusent la polygamie, mais ils ont quand même une femme et plusieurs concubines. Légalisé, puisque vous avez le statut de compagnon, vous n'êtes pas marié, mais on est quand même ensemble. Donc, vous comprenez qu'il y a plein de choses. Donc, on est dans un monde de paradoxe où l'Afrique est en train de prendre, en train d'imprimer ses marques. Et je crois que Covid organique aujourd'hui est peut-être l'élément unificateur de notre Afrique. Parce que, au vu de ce qui est en train de se créer aujourd'hui, de la cohésion qui est en train de se créer aujourd'hui au travers de ce produit, il y a eu des résistances au départ. Mais tout le monde a fini par comprendre que maintenant... Au départ, on avait 2 chefs d'État, 3 chefs d'État. Après, le 30 avril dernier, on est passé à 9 chefs d'État. Jusqu'à hier, on est à 37. Donc, vous comprenez qu'il y a un boom. Et ce boom-là, aujourd'hui, ça permet maintenant... Et vous voyez que c'est comme si c'est un libérateur d'énergie. Le Covid organique est un libérateur d'énergie. Au Cameroun, on a trouvé une solution. Covid cure. Au Gabon, au Bénin. Donc, vous comprenez que c'est comme quelque chose qui est venu booster. Et je pense qu'il faut en féliciter le président Rajolina pour son courage. Parce que la vérité, c'est que dans nos États africains, il nous manque des hommes courageux qui peuvent prendre des décisions fermes. Et c'est pour ça qu'il rappelle à ces Occidentaux, il rappelle à ces journalistes, il rappelle à la France. Il dit, mais voilà le médiateur qui a tué des gens. Nos populations, la plupart de nos frères et sœurs sont devenus infirmes à cause du Kinemax.
qu'ils ont injecté qu'ils ont envoyé avec chez l'autorisation nous. de l'OMS. Et avec l'autorisation de l'OMS. Donc, vous comprenez qu'il y a eu des médicaments qui ont tué. Et d'ailleurs, même quand vous suivez jusqu'à la fin cette interview, il va vous dire que le professeur Raoul a sorti sa théorie de la chloroquine et qui s'avère qu'à la fin a des effets négatifs. La surdose ou bien une certaine prise, des effets indésirables. Donc, vous avez un médicament qui est une décoction qui vous apporte une solution immédiate sans effet secondaire. Donc, et on commence à nous dire, mais est-ce que nous devons encore, nous ne sommes plus à ce niveau-là où on nous disait que non, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Vous les Africains, vous n'êtes pas assez intelligents. Non, vous les Africains, vous n'êtes pas assez beaux. Vous n'êtes pas assez galants. Non, vous ne savez pas ce que c'est. Mais écoutez, on a dépassé ce niveau-là. On est en train de dessiner le diable en noir. Hein, mais bien sûr. Le diable est noir et Jésus est blanc. Non. Je voulais terminer en disant ceci, je pense qu'aujourd'hui, cette situation nous permet de voir avec qui nous travaillons. Les Occidentaux ne nous ont jamais portés dans leur cœur. Donc, tout ce qui viendra de l'Afrique sera toujours banni, va vouloir être banni, mais c'est nous les Africains qui devons l'imposer. Et nous allons l'imposer, ce Covid organique, tous ces médicaments sortis de nos laboratoires, nous allons l'imposer. D'ailleurs, nous en consommons au quotidien. Albert Anatola, ici pour sortir justement de ce sujet ce matin et surtout de ce débat, j'ai besoin de poser une question. Comme on voit également la cohésion des présidents, des chefs d'État africains autour de Andry Rajoelina, ne peut-on pas également imaginer qu'il y aura des traîtrises? Des personnes qui pensent Occident et qui croient à l'Occident jusqu'à preuve de contraire. Je ne suis pas surpris du bashing de la campagne de bashing qui est organisée autour du Covid Organics. Le Covid organisé autant pour moi. J'ai eu à l'annoncer sur une tribune, je crois que je partais cette tribune avec Christelle Fanga, où j'indiquais qu'il faut que Madagascar se prépare à une campagne de bashing. Et éventuellement, il faudra mettre en contribution certains médias africains, oui, pour les accompagner dans cette campagne anti-bashing. Ce n'est pas donc une surprise. Surtout lorsque vous voyez M. Boisbouvier, chaque fois que vous parlez de l'Afrique et des Africains, c'est toujours dans des termes péjoratifs et négatifs. Donc, ce n'est pas une surprise. Je voudrais quand même rappeler à votre mémoire, Steve, que les États-Unis et la Russie ont trouvé une solution endogène dans le cas de la lutte contre le Covid-19, c'est-à-dire une solution médicale endogène. L'OMS n'en parle pas trop, mais l'OMS parle beaucoup plus de la solution malgache. Allez savoir pourquoi. Tout simplement, mais nous avons la réponse. La réponse, c'est justement cette théorie du complot contre l'Afrique. Et tout à l'heure, lorsque vous parlez de traite, il s'appelle qui? Théodros, c'est quoi? C'est un Africain. Théodros Ghebreyesus. Voilà, c'est un Africain. Donc, c'est le premier traître. Le second traître, justement, ce sont ces États, ces pays, ces présidents africains qui regardent avec beaucoup de condescendance la solution malgache. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion assez timide au départ, mais qui est quand même parce que dans les propos de Boisbouvier, il a précisé, il y a l'Union africaine, la CEDEAO et l'OMS qui ne sont pas d'accord avec ce médécament. Non, voilà pourquoi je vous parle de la traîtrise. Parce qu'il a bien souligné l'Union africaine, la CEDEAO et l'OMS. Écoutez, moi je suis mal énervé. Alors que nous sommes les champions. Nous sommes parfois les champions. Écoutez, lorsqu'on parle de l'Union africaine, moi ça m'énerve. Ça m'énerve quand on parle de l'Union africaine. Vous savez pourquoi? L'Union africaine, le budget nous le savons, 78% du budget vient de l'Union européenne. De l'Union européenne, de la Russie, de la Chine, de la France et tout ce que vous voulez. Vous voulez que les États-Unis, bon, vous voulez que l'Union africaine dise quoi? Au risque c'est que, n'est-ce pas, on lui coupe les vivres. Donc moi je pense que il faut passer. Et puis lorsqu'on parle de la CEDEAO, c'est les mêmes gens, on prend les mêmes et on commence, ne vous inquiétez pas. C'est les mêmes gens. Donc moi je pense que il faut qu'on se dise des choses. Oui. Quoi qu'il en soit, et le président malgache l'a dit, personne ne doit nous arrêter. Il y a une solution. C'est un pays souverain. Il y a une solution africaine contre le Covid-19 qui est en cours. Et ça marche. Et ça marche. Et surtout que ce n'est pas toxique. Vous savez, l'Afrique et le continent, le vieux continent, comme ils s'appellent, n'ont pas la même perception, ni de la maladie, ni de la guérison. Parce que chez eux, ils soignent, mais nous on guérit. Merci beaucoup, monsieur. Et puis, très souvent, leurs choses nous apportent les calculs rénaux, l'insuffisance rénale, tout ce que vous voulez.
Or, il s'agit d'une tisane sans effet secondaire. Sans effet secondaire. Merci, monsieur, en tout cas, d'avoir été là ce matin. Ce fut fructueux. D'ailleurs, cette édition du mardi 12 mai de l'an de grâce 2020. C'est vrai que quelque part, certains de nos invités ne sont pas arrivés. Mais bon, c'est ça aussi. La vie, elle est belle, elle est courte, elle est dangereuse. Mais elle mérite d'être vécue. David Goudou, je vous dis merci d'avoir été des nôtres ce matin. Nous parlerons également d'Africa Coin et sans oublier, bien sûr, des bitcoins. En a l'impression que vous devez être notre invité économique, pour ne pas dire l'expert, pour en parler. Je vous dis merci, André Kisefanga d'avoir été des nôtres ce matin. C'est moi également. qui vous dis merci en rappelant aux Africains que c'est quand la grenouille meurt qu'on connaît sa vraie taille. Il ne faut pas que nous mourons avant qu'on commence à mesurer la taille de l'Afrique. C'est maintenant que nous devons le faire. Albert Anatola ici, merci également d'avoir été là ce matin. Mais écoutez, ce fut un plaisir, Steve, mais il faut que chacun s'occupe de son chinois, de son français, si jamais, si d'aventure vous le rencontrez dans votre champ. Ne vous inquiétez pas, si le rencontre dans mon champ, je m'occuperai super bien de lui. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Comme j'aime le dire, si les justes ne font rien, ils font le jeu du mal. Et le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire. Et nous, on ne peut pas regarder sans rien faire. À demain. Au revoir.